Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à nos intervenants, bienvenue à tous ceux qui peuvent participer à la réunion. Nous sommes le Cercle Entreprises et Santé, un cercle fondé il y a plus de 10 ans et qui se donne pour but par les échanges, par les travaux, de donner toutes ses chances aux améliorations qu'on peut faire sur le champ de la santé au travail. Les choses changent et il faut s'adapter. Il y a 15 ans, on était très accident du travail sur chantier, usine. Aujourd'hui, on est plus santé mentale dans les bureaux. Et donc, il faut tenir compte des évolutions, ce qui donne lieu à une modernisation permanente et à une innovation. Et les data, les données de santé au travail, ne sont pas une innovation entre elles, mais ce qui est innovant, c'est le poids qu'elles prennent et les méthodes pour de mieux en mieux les utiliser. Je passe la parole à Anne-Marie qui va piloter notre réunion avec ce sujet et avec nos intervenants. Eh bien, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais nous, on ne vous voit plus, mais on ne va pas tarder à revenir vous voir. Moi, je suis donc Anne-Marie, la cofondatrice, et alors notre président était gentil en disant que c'était il y a 10 ans, parce qu'en fait, la première réunion date de 2007. Et donc, et on était déjà, d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que c'était la première, si on peut dire, c'était la première pandémie, et qui était celle de la grippe aviaire, et sur lequel il y avait à la fois besoin d'un regard. Je me souviens très bien de cette première, avec un épidémiologiste spécialiste de ces enjeux déjà d'ailleurs de santé environnement et des directeurs santé sécurité surtout à l'époque et qui avaient toutes leurs troupes qui voyageaient beaucoup et globalement qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà. Et donc notre cercle s'occupe de question d'innovation et de responsabilité, j'allais dire des employeurs mais des salariés aussi sur les lignes d'innovation. Et plus particulièrement là, ce qu'on essaye, ce qu'on creuse, et ce qu'on creuse en fait depuis un bon moment, c'est les données de santé-travail et l'intégration des données de santé-travail pour la détermination, j'allais dire, de politique et de programmes de santé. Alors on a décidé ça, je dirais qu'on le fait depuis un petit moment, puisque j'étais, alors pardon, ça fait un peu archéo de raconter ça, mais je veux dire que le premier qui nous avait mis un peu plus que les autres la puce à l'oreille, c'était un médecin du travail, d'ailleurs qui était dans l'un des groupes parisiens, pas le vôtre, mais un autre, et qui, je me souviens plus de son prénom, il s'appelait Leclerc. Et donc, lui, je me souviens qu'il nous avait donné deux grands axes qui étaient tout à fait importants. Il disait, il faut regarder ailleurs. Et en regardant par exemple comment, j'ai un truc que vous avez fait là-dessus qui était bien intéressant, comment s'organise en Angleterre et en Grande-Bretagne, il n'y a pas de médecine du travail, mais il y a une diffusion d'inéthique et autre chose, donc qui est un mode un peu de fonctionnement différent auprès de la médecine de vie, des enjeux, donc qui sont aussi bien d'ailleurs des enjeux de santé publique que des enjeux de santé-travail. Et puis, une autre chose, alors qui était aussi sa ligne obsessionnelle et qu'on lui appliquait et qui est devenue la nôtre, et qui était de dire que justement, sans données et sans avoir finalement une forme d'homogénéité, de saisie et de collecte de données, on n'arriverait pas à faire grand-chose. Voilà, donc en gros, c'était ça, et c'était ça son idée. Et je veux dire que depuis, et donc dans notre exercice, et avant de vous présenter merci à eux, nos intervenants d'aujourd'hui, on a au cercle deux activités. L'une qui est un petit peu dans ce cercle restreint là et qui est tous les mois, on réunit nos membres sur des questions et sur des enjeux qui sont des enjeux prospectifs ou des enjeux un peu aigus de ces questions de santé-travail. Par exemple, en janvier, on a eu quelque chose sur la téléconsultation et donc sur le fait comment les choses vont se positionner, l'idée étant de le mettre véritablement à plat là-dessus. On l'a regardé en décembre dernier, par exemple, c'était l'avenir et l'avenir du métavers, et moi je pensais que c'était très très loin, et en fait en matière par exemple d'entreprise et d'utilisation de maintenance industrielle, c'est déjà extrêmement développé. Voilà. Et puis on a par ailleurs, donc avec
nous-mêmes ou avec nos partenaires, ce qu'on appelle ici des UX Forums, c'est-à-dire que de façon élargie, avec un public élargi, mais de façon, et pardon pour la frustration, c'est qu'on va regarder les choses de façon très courte, de façon à pouvoir le faire toujours en logique d'utilisateur, mais aussi à spectre large, parce qu'il n'y a pas une vérité, il y a globalement vraiment plusieurs approches possibles. On a ce qu'on appelle ces UX Forums qui visent à faire une mise en lumière des pratiques innovantes en intégration des innovations et la question justement de la santé, de ces données de santé est tout à fait premier, et j'allais dire nous gratte depuis un petit moment. Alors je vais vous présenter, si vous voulez bien, une première présentation comme vous voyez, ils sont nombreux, et donc pardon pour eux, et elles, nos intervenants d'aujourd'hui, l'idée, encore une fois, est de vraiment regarder sur le terrain comment, avec toutes les difficultés qu'on connaît, qu'on a eues, et qui vont depuis la collecte initiale, les problèmes d'interopérabilité, le fait que ça prend plein de temps et qu'on ne voit pas toujours la suite ou autre, qui quand même, quoi qu'il en soit, montrent des programmes qui sont innovants et vraiment fondés en matière de prévention, de santé, qualité de vie et de prédictivité. Là. Alors, je vous les ai présentés là à peu près j'allais dire en ordre d'apparition en scène. Donc, mon président et moi-même, on demandera tout à l'heure à Laurent Eckel d'ouvrir la marche sur un premier jeu, j'allais dire, d'un premier jet d'exemples et qui viennent vraiment du terrain. Et, donc, le premier sera Corrèze Dordogne, avec voilà, ce qu'on a pu faire, et ce qu'on fait, ce qu'on met en place grâce à ça. Philippe Casanova qui est à ma droite, et donc alors il a lui une expérience à spectre très très large, mais on se centrera sur une expérience de son cursus de médecin du travail et de médecin légiste qui est sur la Martinique, et donc c'est à la fois une approche, j'allais dire, populationnelle, travail et autres, et donc qui fait bien la synthèse, qui montre bien ce qu'est la synthèse de l'ensemble. Alors, pardon parce que j'ai mis Christine là, mais Christine interviendra, Dr Christine Louis-Simon, qui est médecin coordonnateur des Galeries Lafayette, et qui vraiment nous aide et nous éclaire sur l'avenir, sur des sujets fort importants, notamment elle fait des choses sur la prévention de la violence, avec elle il y a un certain nombre de choses de ce type. Donc merci à Christine d'être là, et là aussi, donc, comment elle utilise ces données, comment elle les mobilise de façon positive là-dessus. Et puis on va avoir un célèbre duo avec Thibaut Fleury, donc, qui est directeur d'efficience santé-travail, et Hervé Baudeloc. Je ne sais pas si Hervé est arrivé, mais il doit être en ligne. Merci Hervé d'être là. Donc Dr Hervé Baudeloc, qui est médecin coordonnateur chez Efficience, sur d'autres. Voilà, premier jet, et donc on passera la parole après, s'il le veut bien, à Sébastien Denis pour du haut, non pas de la statue du commandeur ou de l'épicycle de Mercure, mais de lui-même. Et je capte, il est assis près du radiateur. Voilà, nous donner un peu son point de vue comme j'allais dire, de responsable, de directeur sur santé environnement, santé travail à Santé publique France, sur des questions où on voit vraiment la porosité croissante, des questions de santé publique et autres. Et puis on ouvrira dans deuxième partie de notre débat avec un autre jet d'exemple, et si je peux me permettre, pardon pour eux parce que ce sera très court, ce sera les Occitans à qui on demandera de revenir d'ailleurs en septembre prochain, et sans doute avant, à partir, et je dois dire merci à lui, je ne sais pas si il est là, mais je les ai découverts, et j'ai découvert notamment un programme qui s'appelle Yoda, que Ina Ruiz nous présentera succinctement, et qui ensuite est utilisé par des services régionaux et locaux de santé au travail, et qui éclaire complètement les données sur les salariés. Je dois dire que, et pardon de lui lancer un grand coup de chapeau là, mais quand j'ai regardé en fait ce document, que je vous conseillerais d'ailleurs de lire et de regarder de près, parce qu'il est vraiment très très bien fait, leur bilan d'étape là-dessus. Ça couvre près d'1,5 million de salariés, alors que la population salariée de la région, c'est 2,3 millions. Donc c'est une grosse partie qui a été auditée là-dessus. Voilà, donc voilà ce que seront nos intervenants. Et puis vous avez vu vous demander ce que c'était que ce terme curieux que j'avais ressorti de littératie. Alors là, il est anglicisé, mais en fait, alors pardon parce que j'étais grammairienne du Moyen-Âge, et donc c'est un terme médiéval ancien, et qui veut dire vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire
comment acculturer, comment développer une culture et développer, j'allais dire simultanément, la culture de la donnée, la culture de la santé, la culture de la donnée de santé et de l'innovation. Et alors, si vous de temps en temps, alors pour ceux qui suivent le cercle, et qui font leur devoir, c'est-à-dire qu'ils lisent le document qu'on leur envoie. Ils l'ont peut-être vu, pour les autres, je pourrais vous le donner là. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui, dans un article très éclairant, montre à quel point la culture et la pratique de la donnée de santé les a aidés dans à la fois la connaissance et l'identification des cibles et finalement le montage de programmes de prévention. Là, c'était notamment sur le cancer, et l'information est sortie au moment de la journée sur le cancer il y a peu de temps. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous dire aussi, que ces données en santé travail et littératie, donc c'est l'acculturation, ça a été un long chemin et un peu épineux et pénible, je dirais pour vous sans doute encore plus que peut-être que pour nous. Au cercle, on le regarde en interne, j'allais dire, j'étais en train de regarder, donc depuis son prénom, le Dr Leclerc, qu'on avait interviewé il y a des lustres, successivement, on a interviewé, écouté, fait venir, essayé de dialoguer, et aussi pour les sensibiliser aux questions de santé au travail, l'ASIP qui a donné l'Agence du numérique en santé. Après, ça a été notamment au moment de la CNIL, idem à l'époque, avec une vice-présidente qui venait du Conseil d'État, d'accord le cash à côté, qui était très centré là-dessus. Bon. Et à chaque fois, on leur posait la question, et pour quand les données de santé-travail pourra-t-on les utiliser? Donc, bon, ce serait pour un peu plus tard. Idem avec, j'allais dire, Macron 1 et Macron 2, tout ce qui a été monté autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle là-dessus. Bon, on les a fait venir, je dirais, on a écouté Dominique Bon, on a écouté tout un tas d'autres, et avec toujours sur nous ces trois obsessions-là: comment mobiliser efficacement des datas, et comment arriver, alors là c'est demain, un peu plus loin, au jumeau numérique médical, notamment à ce qu'on pourra prédire en matière de pathologie professionnelle, et puis ce qu'on pourra aussi élaborer sans, j'allais dire, sans peur et sans crainte de la confidentialité grâce aux données satellites. Et on a l'impression là, depuis le 15 novembre, que le plafond de verre de la santé-travail, on faisait un peu toc-toc, je ne dirais pas qu'on s'est fait traiter de nain grotesque, mais quand même à peu près ça, pas de questions essentielles, donc vraiment c'était toujours plus tard, ça viendra plus tard. Grâce au décret du 15 novembre qui émet, édifie, si on peut dire, un DMST structuré et l'obligation qu'on peut espérer effective du reversement et donc de la compatibilité du DMST au DMP, au dossier médical personnel. Voilà. Donc les choses bougent, et d'un seul coup, j'allais dire, vous voilà. Donc vous voilà. Et sur tout ça, on va passer, si vous voulez bien, à la première partie. Donc, quelles sont des mobilisations exemplaires pour la prévention et la prédictivité, avec 4 exemples de terrain. Alors pour chacun, si je peux me permettre, mis à part de lui afficher sa photo et de dire qui il était, des conversations qu'on a pu avoir, ou un peu plus, on a repris un ou deux visuels qui vont illustrer finalement le type de problématique et le type de progrès qui a pu être accompli chez eux grâce à ça. Alors on va commencer, Laurent, si vous voulez bien, par vous, sur donc l'exemple de la Corrèze d'Ordogne. Je crois qu'il s'agit aussi de services qui ont fusionné, puisqu'en ce moment le mouvement, enfin en ce moment c'est déjà un petit moment, des fusions, rapprochements est globalement là en cours. Alors lui, heureusement il est loin, donc il ne me tapera pas, mais je lui ai dit pardon parce que il y a une foultitude de choses, non seulement à présenter, à dire, mais qui sont extrêmement structurées. Donc, si vous voulez bien, Laurent, je vais vous passer la parole en essayant de récupérer, voilà, l'écran là, et ben c'est à vous. Et donc, oui, pardon, la règle du jeu, c'est 7-8 minutes.
de ce côté-là, et je vous affiche, je nous affiche ce que vous propose pour vous, et j'ai retenu de la superbe présentation, donc par exemple les métiers sur lesquels vous avez pu vous centrer. Voilà. Laurent, c'est à vous. Merci Anne-Marie, Président, merci et bonjour à tous les collègues, certains ne sont pas inconnus autour de l'écran. Vous avez eu la gentillesse de mettre une photo de moi qui est peut-être la mieux depuis longtemps. C'est normal parce que j'étais à côté de Sébastien Denis et c'était aux Journées Santé-Travail du réseau Présence il y a quelques mois. Donc elle est à peu près récente celle-ci. Je vais vous emmener vous promener un petit peu dans le fin fond de la province, comme on disait à Paris dans le temps, dans le Périgord et dans tout le réseau Corrèze Dordogne. C'est un petit service que j'ai le plaisir de diriger avec des fusions qui se mettent au fur et à mesure chacune dedans, et on rencontre dans les fusions la problème aussi des tuyaux et de ce qui connecte dans les logiciels métiers et de ce qui a bien voulu ou pu être rentré de manière numérique. Anne-Marie vous l'indiquait avec le décret du 11 novembre, il a fallu attendre une indication de 2009 HAS à ce décret pour que le dossier médical santé au travail soit informatisé de fait. Et je regarde mes collègues directeurs de santé au travail, il n'est pas impossible que certains aient encore quelques dossiers papier qui traînent dans quelques-unes de leurs archives. Qui dit papier, c'est pas mieux que du PDF, ça veut dire non opérable, non constructif, non requêtable, et on ne peut rien en analyser. Donc il y a tout un travail quand même de fond sur nos ERP, nos logiciels métiers. Et puis une dernière information qui n'est pas des moindres, c'est l'intégrité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on renseigne dedans. Aujourd'hui, on est tous à faire des choix de logiciels plus ou moins coûteux, plus ou moins intelligent dans la manière de requêter et analyser de l'information. Encore faut-il que le carburant qu'on met dans la Formule 1, si on est payé une, que le carburant soit propre. Pour ma part, et de manière très modeste, j'ai vraiment encore quelques difficultés à harmoniser la saisie dans les dossiers médicaux santé au travail. Modulo cette information, on dispose quand même dans un petit service. Vous voyez, pour vous donner des tailles, par exemple, parler du réseau Yoda avec 1 million de travailleurs et de données suivies, nous, c'est 150 000 travailleurs que l'on suit sur 2 départements. Donc, on est vraiment dans la province, dans les zones peu denses et avec une multitude d'interentreprises, enfin de diversité de métiers. Néanmoins, ça fait quand même 15 à 20 millions d'items de données que l'on peut croiser et que l'on a assuré qu'ils soient propres, vérifiés avec un contrôle qualité derrière. J'exclus également de fait, puisqu'on est vraiment sur la data, on va dire, non exploitable, c'est-à-dire celle qui est écrite, celle qui est, vous savez, dans les caractères informels, dans les notes de bas de page. Celle-là, on ne peut pas la croiser, on ne peut pas la vérifier non plus de manière sécure. Mais 15 à 20 millions d'items à croiser, c'est déjà pas mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on essaie d'en faire? Le tableau qui est affiché sous les yeux et qui a été construit par le docteur Fabrice Michels, qui est un monsieur qui enseigne à l'ANSES également, qui siège à l'ANSES. Donc, on a la chance d'avoir de la compétence scientifique également dans l'équipe. Donc, qui fait des corrélations, des qui d'eux, des trucs croisés très élaborés. Mais ça nous permet de prendre des données, de les nettoyer et ensuite de les analyser. Et ce qui nous intéresse, on va dire aux priorités, c'est l'inaptitude. Si on était dans le sanitaire avec des collègues directeurs d'hôpitaux, on parlerait de mortalité ou de taux de décès. Nous, si on ramène ça en santé au travail, c'est l'inaptitude qui est un peu le critère final. On pourra aller, voilà, par granularité, remonter un petit peu, mais on est parti sur quelque chose le plus lourd finalement, ce que l'on pouvait analyser de manière plus fine. Alors une fois que dans nos logiciels métiers, on arrive à croiser ce que l'on a rentré dans les dossiers santé au travail, des choses très simples, hein, l'âge, le sexe, l'ancienneté dans le poste, certaines pathologies, l'organe ciblé, le code NAF pour la typologie de l'entreprise et du secteur d'activité. On passe tout ça dans une sorte un peu de moulinette. On revérifie à nouveau avec des tests de robustesse de statistiques pour essayer de voir qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Et on arrive à avoir des éléments. Alors, il y a des éléments qui ne sont dans la data pas surprenants. Ça vient plutôt confirmer les tendances. Vous regardez un peu le tableau et on pourra avancer dans le continuum des cycles qu'Anne-Marie et M. le professeur Bouvet le président Bouvet propose. On peut aller plus loin, mais vous voyez, dans le médico-social, on voit tout de suite les problématiques d'inaptitude qui réapparaissent. Donc, disons que ça nous confirme. Par contre, on voit des choses un petit peu plus, en dessous des radars, et qu'on n'avait pas forcément identifiées, comme le métier des couvreurs. Est-ce que c'est vrai dans d'autres services? Est-ce que c'est vrai dans ce territoire plus qu'un autre? En tout cas, après vérification de l'analyse de la donnée
eh bien, on sait qu'on a une population de travailleurs, un secteur d'activité qui va être concerné. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est pour nous un travail d'aide à la décision. Et c'est pour ça qu'on veut absolument inciter, on va dire que le jeu envahit la chandelle, sans doute changer les pratiques. Je refais, il y a 10 ans, d'écrire sur le papier du fameux dossier jaune qu'on ouvre comme ça, à la saisie informatique, et effectivement, avec une arborescence, des thésaurus, de la CIM 10, de la CIM 11, des choses qui sont un peu, pas dire un petit peu orientantes dans le parcours et dans le colloque singulier du professionnel de santé et de son salarié, mais il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Et l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser les rares ressources qui sont disponibles dans nos services, en termes médico-techniques, et les utiliser au meilleur endroit, là où il y a le plus d'impact derrière. Vous voyez cette typologie des couvreurs que l'on a mis là, on peut travailler sur les deux côtés du spectre. On peut en faire soit des questions de maintien en emploi, confèrent d'ailleurs les fameuses cellules de la prévention des insertions professionnelles qui se mettent en place. Je rassure tout l'auditoire, on faisait déjà de la PDP bien avant que la loi nous le demande, mais là, le législateur a trouvé opportun de structurer l'ensemble. Eh bien, voilà un petit peu de travail qui peut être orienté avec l'ensemble des partenaires du maintien en emploi. Mais on peut également regarder de l'autre côté, c'est-à-dire en prévention extrêmement primaire, et cette fois-ci dans le cadre du projet de service de nos CMT chargés de suivre, d'élaborer et de suivre, eh bien de mettre un petit peu plus d'action. Là, il paraît qu'on doit faire de la fiche d'entreprise de manière massive et de l'aide au DU de manière régulière. Eh bien, peut-être qu'il faudra prioriser par rapport aux ressources disponibles dans le projet de service certaines typologies d'acteurs. Sans donner, eh bien, c'est comme naviguer à l'aveugle. Et c'est être tenu par le rythme qui est imposé, par le rythme finalement des visites, c'est-à-dire de l'individuel, c'est-à-dire de l'arbre qui cache la forêt, de notre métier de prévention. Donc c'est vraiment utile effectivement, et c'est la manière dont on arrive un petit peu à bouger un peu la culture, et je ne dis pas que c'est simple, la culture de l'écriture, parce qu'on renvoie dans notre métier et notre secteur qui est très réglementé, à ce que Anne-Marie indiquait, avec le fameux plafond de verre, la confidentialité, est-ce que mon DMP va pas être totalement perméable avec le DMST, qu'est-ce que je vais avoir le droit de dire, est-ce que je peux casser un petit peu la vitre pour passer derrière, qu'est-ce qu'un professionnel a le droit de requêter ou pas. On sait qu'on a un métier qui est un petit peu plus exposé en données de santé parce qu'il y a également de l'impact qui peut être contractuel et juridique, voire contentieux derrière. Donc, ces quelques mots pour renvoyer, pour nous, la data sur un secteur de province et un petit secteur interentreprise sur 2 départements, ça nous permet d'utiliser les ressources, les compétences que nous détient au meilleur endroit et là où on pense qu'elles vont être le plus efficaces possible, certes en prévention tertiaire, le maintien d'emploi, mais également en prévention primaire, c'est-à-dire les actions du projet de service en termes de réduction des risques. Normalement, Anne-Marie, j'ai tenu mon temps et mes minutes. Ah oui, c'est vraiment génial, hein. Bravo, clap clap, parce que non seulement il tient les temps absolument super, tiens, pourquoi est-ce qu'il a disparu? Eh ben, si vous pas couper votre caméra comme ça tout de suite, on vous aime. Bif, je suis perdu. Bon, bah ça fait rien, alors on l'a perdu. On l'a perdu. Alors ah bah voilà, il est là. Ah bah ça va. Et donc merci Laurent. Moi, ce qui m'a frappé dans votre, à la fois dans votre présentation, surtout dans l'information que vous m'aviez communiquée avant, c'est à quel point toute l'équipe, et donc c'est vous et votre, j'allais dire vos experts et votre médecin, mais pas seulement, toute l'équipe a mobilisé, d'ailleurs a bossé pour ça, et mobilise ces données-là justement pour finalement je crois se faire résoudre un peu ce qu'est la quadrature du cercle de tout centre de prévention de santé au travail, c'est affecter au mieux les ressources à une action efficace et à une action de la prévention. Et donc, bravo pour tout ça, parce qu'on voit bien les écueils et les difficultés que vous avez eues de ce côté-là. Donc, on reprendra, merci Laurent, hein, on reprendra les choses avec vous un petit peu plus tard. On va demander là maintenant à Philippe Casanova qui est sur ma droite, donc je vais demander peut-être à Jean-Loup s'il peut mettre la caméra sur lui et plus que sur moi.
Voilà. Donc Philippe, alors je dirais pas que vous êtes comme les chats et que vous avez eu 9 vies et que vous en avez encore tout un tas, mais qu'effectivement vous êtes à la fois médecin du travail et médecin légiste de formation. Nous on s'est connus, alors je dis les choses, quand il était à France Télévisions, vous interveniez pour structurer et faire avancer les choses à France Télévisions, mais je crois que vous avez eu aussi d'autres exercices qui étaient aussi intéressants aussi au Luxembourg. Donc il y a eu Thalès, il y a eu le Luxembourg, et donc aussi c'est une expérience d'une autre culture de santé au travail. Là vous êtes maintenant directeur du pôle médical d'un service qui s'appelle le CMSM, c'est ça? Oui, et alors on a choisi là, pardon, de mettre l'accent plutôt sur une expérience que vous avez eue, j'allais dire, juste avant, et qui était celle à la fois de médecin du travail, de médecin légiste dans un CHU, et donc avec un établissement qui a aussi la mission sur le soin, et surtout dans un département français spécifique, et qui est la Martinique. Alors, c'est à vous. Je vous passe la parole, si vous voulez bien, et je ne vais pas tarder à afficher votre photo. On ne veut pas se séparer de Laurent, et voilà. Et donc, voilà, Philippe, et je me suis permis aussi, alors pour vous, juste pour redire à quoi ressemblait le département, et là c'est une configuration du marché de l'emploi, et puis aussi du contexte de ces dernières années, et notamment pendant Covid, qu'on a connu. Voilà, c'est à vous. Merci. Eh bien, écoutez, moi, effectivement, je vous parlais de l'expérience que j'ai eue quand j'étais chef du service de santé au travail du CHU de Martinique, donc pendant l'épidémie de Covid. Donc le CHU, c'est le principal employeur de l'île. Ça couvre à peu près 7500 agents, donc c'est un petit CHU, mais localement, c'est très très important. Et on a eu l'occasion, dans le service, de faire travailler, entre autres, les internes pour leur thèse sur 2 sujets. Le premier sujet, ça a été les données en termes de maladies professionnelles des agents du CHU. Et deuxième sujet, plus compliqué, ça a été la problématique du chlordécone. Alors je vais reprendre les 2 sujets. Donc le premier sujet sur les maladies professionnelles, l'idée ça a été d'essayer de sortir des dossiers, alors qui sont des dossiers papier, hein, puisque en fait j'ai commencé à informatiser le service quand je suis arrivé, mais avant c'était tout papier. Donc avec les internes, on a ressorti un certain nombre de dossiers, on a sorti toutes les maladies professionnelles sur 5 ans du CHU pour essayer de voir un petit peu comment c'était constitué. Et puis, donc là c'était sur les personnels soignants et administratifs. Personnels soignants et administratifs. Donc en fait on a fait 2 bases de données. On a fait une première base de données avec l'ensemble des individus qui ont eu des maladies professionnelles. Puis après on a fait une deuxième base de données sur les maladies professionnelles qui avaient été reconnues. Ce qui permet de croiser les 2 bases. Après c'est la technique un peu statistique. Et là on s'est aperçu que, alors évidemment le point majeur c'est les TMS, donc le tableau 57, mais on peut aller de façon très très fine, puisqu'on a regardé quel type de population était, comment dire, je trouve plus le terme, était en lien, enfin était exposé, et quel type de population déclarait une maladie professionnelle 57. Et on s'aperçoit qu'on a eu beaucoup de choses, par exemple sur les maladies du tableau 57C, c'est essentiellement le poignet et les doigts. Vous le faites un peu pour les nuls, hein, je ne veux pas. Voilà. Et on s'est aperçu que dans le poignet et les doigts, c'était essentiellement les doigts. C'est-à-dire que par rapport aux déclarations de maladies professionnelles dans un CHU de métropole, et ben effectivement, on avait des taux de maladies professionnelles au niveau des doigts qui étaient beaucoup plus importants. Et ensuite, on est allé regarder quel type de population. Et par exemple, on a pour les doigts des infirmiers anesthésistes. Et quand on commence à regarder un petit peu la gestuelle, on se rend compte qu'effectivement, ils ont des manipulations, notamment un système d'intubation où il faut arriver à prendre. Enfin, il y a un geste très précis d'appareillage, et donc il force de façon plus importante sur les doigts. Donc, alors qu'on a des populations qui sont relativement un peu exposées, on sait que par exemple les IBOD, donc les infirmières de bloc opératoire, là
là, elles sont plus dans les pathologies d'épaule, parce qu'elles sont à tenir des écarteurs pendant assez longtemps sur des positions un petit peu difficiles. Donc, si vous voulez, en fait, les chiffres permettent d'objectiver de façon claire où sont les problèmes et de réfléchir aux possibilités de remèdes qu'on peut en donner. C'est-à-dire que quand on a des aides-soignantes qui vont avoir des lombalgies, par exemple, des hernies discales, pour le terme lombalgie professionnel, eh ben, on s'aperçoit que dès qu'on met en place des systèmes de pèse malade, d'aide à la manutention, et on avait justement un service équipé et un service pas équipé, pour des raisons historiques, on voit tout à fait le delta. Voilà. Donc si vous voulez, ça objective les choses, ça permet donc de faire une meilleure prévention, ça permet d'avoir une discussion beaucoup plus saine, à la fois entre l'employeur, les partenaires sociaux et les agents. Voilà. Donc il y a un travail d'objectivation, et on voit bien qu'on est là sur les maladies professionnelles, à la jonction entre la médecine légale et la médecine du travail, puisque la maladie professionnelle, c'est de la réparation, mais qu'en ayant la connaissance de la réparation, on peut aussi avoir une connaissance de la prévention pour le futur. Voilà. Sachant qu'évidemment, la réparation n'est pas la prévention, on ne les confond pas, mais l'une et l'autre peuvent s'entraider. Alors l'autre point qu'on a fait, c'est qu'on était le centre un peu de référence de patho-professionnels pour les Antilles françaises, et donc on a exploré le chlordécone. Le chlordécone, c'est un insecticide qui est en place pour lutter contre le charançon de la banane, puisque la banane, c'est la grosse production, et cet insecticide a été interdit en France et a continué pendant 20 ans aux Antilles, parce qu'il y a eu une pression des producteurs de bananes et que la loi ne s'est pas appliquée, c'est-à-dire qu'il y a eu une dérogation. Et du coup, on a une contamination extrêmement importante, alors à la fois de la population, puisqu'on a fait la population d'un point de vue environnemental, et puis évidemment, des gens qui travaillent dans l'agriculture, notamment des ouvriers agricoles, qui sont assez nombreux. Et en plus, c'est un insecticide qui est rémanent, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a mis en place, eh bien, il continue son activité, il a une demi-vie d'à peu près 7 siècles. Donc évidemment, 700 ans, ça fait une rémanence importante. Donc du coup, on a dans l'eau et dans un certain nombre de fruits, de légumes qui sont cultivés sur place, on a une augmentation du taux de chlordécone dans la population générale, donc avec des taux environnementaux assez bas. Par contre, dans la population des salariés de l'agriculture, là, on a eu des taux beaucoup plus importants, et entre autres, les études ont permis d'arriver à la création d'un tableau de maladies professionnelles. Spécifique, enfin en tout cas à l'inclusion dans un tableau, notamment par exemple du cancer de la prostate, qui maintenant est reconnu comme une maladie professionnelle chez les ouvriers du chlordécone. Alors ça a été compliqué à mettre en place parce que, et là ça a été une collaboration avec l'ARS, avec le CHU, alors il n'y a pas de MSA aux Antilles, c'est les services de santé au travail qui ont la fonction pour le suivi, et c'est la caisse de sécurité sociale, la caisse générale de sécurité sociale des Antilles qui gère ça. Voilà. Merci. Et donc là, on voit bien effectivement qu'il y a une approche en plus sur la population spécifique, à la fois et de la région et d'un segment d'activité sur l'activité, une utilisation de produits toxiques voilà. un peu particuliers. Par exemple, l'ARS, donc l'État à travers l'ARS, ont financé les bilans biologiques, donc le dosage de la chlordécone dans les urines, dans le sang, et donc les gens ont pu venir faire ce dosage au CHU. Donc tout l'investissement matériel a fait que ça a été gratuit pour eux. Donc ça nous a permis d'avoir effectivement un paquet de données intéressantes. Merci à vous, et on voit bien effectivement ce que vous montrez bien, c'est l'intrication finalement des données qui sont à la fois des données et des modalités
de prévention et aussi de réparation qui sont à la fois environnementales, générales et autres. Alors je voulais juste en profiter, si je peux me permettre, pour saluer un tout petit peu les Antilles de ce côté-là, et plus particulièrement ça, parce que pour les fidèles du cercle, vous savez, de temps en temps, on fait des flashbacks sur des grands préfigurants, et l'un des grands préfigurants en matière d'épidémiologie, de santé, travail, de géographie et autres, est un dénommé Alexandre Moreau de Jeunesse, totalement inconnu, mais pour les membres du cercle, vous avez mis toute la littérature là-dedans, et c'est absolument fantastique, ce que, à l'époque, en gros, c'était il s'est battu, si on peut dire, il était recruté par Lafayette, donc il s'est battu entre 1790 et 1820, et il était là-bas, et à quel point il a pu faire avancer les connaissances des pathologies aux Antilles. Donc voilà, et particulièrement, il était plus, je crois, sur la Guadeloupe que sur la Martinique, mais encore qu'il soit sur les deux îles. Merci à vous, et donc... On enchaîne maintenant avec Christine, si vous voulez bien. Alors Christine qui est notre pilier, Dr Christine Louis-Simon, médecin coordonnateur des Galeries Lafayette, avec qui on a eu moult aventures, notamment en analyse précise justement d'enjeux de santé-travail, et je le disais tout à l'heure, par exemple aussi par rapport aux agressions extérieures, par rapport aux urgences et autres. Donc Christine, c'est à vous. Alors je vais essayer pour vous de faire un peu une mosaïque de quelques photos des Galeries Lafayette et de votre navire amiral, qui est ce que voit le consommateur qui circule boulevard Haussmann, mais aussi de tout ce qu'il peut y avoir éventuellement dans les coulisses. Donc Christine, c'est à vous, je vous passe la parole. Où est-ce qu'elle est, Christine? Elle est là. Bon, je suis là. Et bonjour à tous et merci beaucoup Anne-Marie. Alors, moi je vais essayer de prendre un peu le problème à l'envers. Et je vais rester très simple. Je vais vous présenter simplement le cursus, tout d'abord, le cursus d'une salariée qui, finalement, le fondement de mon travail, le fondement de la santé, c'est tout au bout, le salarié ou le patient, c'est sa santé. Donc, on va repartir du salarié et je vais vous présenter, à propos d'un cas, tous les facteurs prédictifs d'une désinsertion professionnelle. Alors voilà une dame de 58 ans qui, d'emblée de naissance, a une dysplasie de hanche, c'est-à-dire une hanche un peu déformée qui l'a fait marcher un peu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez le geste que je fais. Un génivarum, vous comprenez que ce sont des genoux en haut, comme si elle avait chevauché un percheron ou deux toute sa vie. Et ces deux pathologies-là qui n'ont pas été prises en compte à l'adolescence ou pas été traitées, la prédisposent d'emblée à une arthrose précoce, une arthrose d'usure des articulations des membres inférieurs, des chevilles jusqu'aux hanches. Une autre donnée prédictive qui va peut-être un petit peu vous heurter, mais c'est important, elle a, en termes de diplôme, elle a un niveau collège. Par la suite, elle a développé un cancer du sein qui a été soigné, mais qui nécessite un traitement complémentaire et pour une durée de 5 ans, au moins, excusez du peu. Ce traitement complémentaire est un traitement que je préfère appeler anti-hormonal parce qu'en fait, il doit couper la tête aux œstrogènes et il a des effets secondaires énormes, notamment pour le travail et pour la vie quotidienne. Il entraîne des douleurs articulaires et musculaires qui sont itératives, fluctuantes, souvent sur les membres supérieurs, mais en vérité un peu partout. Et c'est prédictible, ça arrive, mais le matin la personne se lève et ne saura pas où elle aura mal. Mais ça va arriver. Autre donnée importante, ce sont les postes successifs que cette même dame a occupés depuis maintenant 40 ans. La dame a 58 ans, donc elle a commencé par faire du ménage, ensuite elle a été manutentionnaire en réserve, employée en logistique pour l'approvisionnement des rayons, et son poste actuel, parce que pour l'instant elle est maintenue dans l'emploi, elle est employée logistique à l'emballage et à l'expédition. Si je résume les astreintes physiques qu'elle a subies tout au long de son curriculum laboris, on peut citer la répétition des gestes des membres supérieurs, l'hypersollicitation du dos et des membres inférieurs,
la charge mentale par le fait d'actions rapides et organisées. Et si je résume ça en termes de contraintes, ben vous comprenez qu'elle a beaucoup marché, qu'elle a beaucoup porté, qu'elle a beaucoup tiré et poussé, qu'elle a beaucoup répété des gestes et des membres inférieurs et des membres supérieurs. Et tout ça, quelquefois, avec une charge mentale parce que certaines actions étaient quand même nécessairement rapides et très triées, très organisées. Elle a suivi des formations en entreprise parce que le credo général, c'est les gens peuvent changer de poste, mais il n'y a qu'à les former. Donc, elle a été formée aux gestes et postures. Vous me direz, c'est le minimum au regard de son métier. Elle a aussi été formée à l'utilisation d'outils numériques ambitieux. Elle a aussi été formée, je vais un peu vous faire sourire, à la gestion des déchets, parce qu'aujourd'hui, on informe tout le monde de la fresque du climat, comment on gère nos déchets, et on essaye d'être plus performant dans la gestion des déchets de l'entreprise. Elle est concernée en premier niveau. On lui a aussi proposé du e-learning qu'elle dit avoir suivi, notamment pour améliorer sa connaissance des langues étrangères et de la fresque du climat. Bon. Voyant que physiquement… Christine, on a tendance à vous dire, alors, et le DMST et les données là-dedans? Ah, elle a disparu. Oui, les données, oui, non, je suis là. Le DMST, il est renseigné, il est informatisé, d'accord? Et toutes ces données sont renseignées et requêtables par personne. Hein. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais bon. Oui, non, mais c'est parce que c'est bien ça le truc, et c'est en quoi j'ai regardé d'un certain côté. On est maintenant, on a bien compris que par rapport aux autres exemples, on est, tiens, elle a encore disparu, Christine. Ah, d'accord. Donc après, l'idée c'est avec toutes ces connaissances et finalement tous ces facteurs qui sont requêtables et prédictibles, on peut prédire pratiquement une désinsertion professionnelle à un moment donné et une inaptitude. Et donc effectivement, il y a eu des actions mises en place. Une première idée, c'était de la former en vue d'acquérir un poste administratif, échec total. Deuxième idée, c'était effectivement l'affecter à un poste avec des contraintes aménagées, où tout va mieux, tout est à niveau, elle ne marche moins, elle est assise en partie, elle ne porte plus de charge lourde. Et il reste une chose, c'est qu'elle doit lever le bras pour mettre un bout de papier, un bordereau sur le haut. On l'avait pas vu venir. Eh bien aujourd'hui, elle a une capsulite de l'épaule, une maladie de professionnel, je dirais tellement prédictible qu'on l'avait pas vu. On a quelque part mal fait notre travail quand même. Alors, ce que j'ai trouvé important à rappeler à l'issue, bon, bien entendu, aujourd'hui, elle ne soulève plus de bordereau, elle met tout sur la même table, et ce qui est intéressant à voir, c'est que les autres autour d'elle, qui vont plutôt bien, eh bien, ils se mettent à faire la même chose, ils ne lèvent plus le bras, ils mettent tout sur la même table, charge maintenant à l'employeur et au préventeur de tout aménager au mieux pour tous. Et c'est là où je vais en venir, parce que la santé de tous à tout âge est impactée de la même façon. En fait, il convient résolument de coaliser la culture des données, la culture de la santé, et pas seulement de la santé au travail, et bien entendu au moyen de données requêtables, assimilables ensemble, de manière à d'emblée et dès le départ peut-être d'une carrière professionnelle, mieux gérer et mieux anticiper la désinsertion professionnelle et le maintien dans l'emploi. Merci Christine, parce que oui, allez-y, encore 1 minute et demie, parce qu'après on a nos amis. Pardon. D'accord. Moi j'ai fini. Est-ce que vous avez une question ou est-ce que il y a quelque chose que je n'aurais pas abordé de façon simple? Non. Non, on voit bien les choses que j'allais dire clairement sur l'aide à la personne, à quel point aussi l'analyse, cette fois-ci individuelle et personnelle et précise de l'ensemble des constituants d'un dossier vous permet ou pas d'ailleurs de pouvoir anticiper les choses. Alors, merci Christine. Est-ce que vous voulez encore quelque chose à ajouter? Allez-y. Oui, nous sommes informatisés depuis 15 ans. Laurent Eke a rappelé à quel point c'était difficile de faire de la saisie de données et surtout de la bonne saisie ou de la saisie de bonnes données.
Et même si je vous raconte tout ça, nous sommes loin d'être parfaits. Et là, je le regrette beaucoup parce que le partage des datas, c'est important. Et je suis persuadée que la manière dont nous enregistrons les données n'est pas encore lisible par d'autres et par tous. Donc, l'échantillon reste petit. Voilà. Bravo et merci de peut-être Thibaut, maintenant si vous voulez prendre la main pour la suite, alors voilà, alors attendez. Thibaut Fleury, donc, qui est directeur général d'efficience, santé au travail, et Hervé Baudeloc, donc, qui en est le médecin coordonnateur, donc j'allais dire deuxième exemple parisien. Nul n'est parfait, on a aussi des Parisiens dans la salle. Et voilà, et merci à tous. Donc, merci à vous. Et donc, en polyphonie à tous les deux. Et puis après, Sébastien, on vous demandera si vous pouvez, encore une fois, dans l'hémicycle de Mercure, et plus que ça, nous donner votre sentiment. Thibaut, c'est à vous. Bon. C'est bien que l'Île-de-France soit bien représentée, c'est le plus gros bassin d'emploi quand même. Donc sur la question des données, ça va avoir toute son importance. Je compléterai un petit peu, ou j'irai dans le sens de ce qu'a dit Laurent tout à l'heure. On est tous les services de santé au travail, je pense, bien modestes. En tout cas, il faudrait qu'on soit pour la plupart bien modestes face aux données, puisque par exemple l'efficience, depuis 2019, les dossiers sont censés être tous informatisés, et a priori je n'ai plus de dossiers papier dans les tiroirs. Mais est-ce que ça veut dire que dans mes dossiers j'ai les données attendues? Je sais par expérience que bien des dossiers sont vides. Voilà. Donc on a un travail, et heureusement qu'il y a sans doute le décret du 15 novembre qui est sorti, même si les recommandations de la HS étaient déjà là. En tout cas là ça va obliger... C'est un décret. Ça devrait pousser à ce que les données soient mieux présentes. Je réagirai aussi à la dernière intervention en disant que la réflexion, et Hervé complétera tout à l'heure, mais la réflexion d'efficience santé au travail par rapport à ce qui était dit sur la prédictivité de la PDP, de la désinsertion professionnelle, on l'envisage sous l'angle pas seulement de se dire tiens ça va arriver, c'est bien de savoir que ça va arriver, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité, quand on sait que en moyenne il y a une sortie de l'emploi à 45 ou à 50 ans, qu'est-ce qu'on peut construire avec l'entreprise pour qu'on s'y prépare? Et qu'est-ce qu'avec le salarié qu'on reçoit, le médecin qui le reçoit en visite ou l'infirmier, qu'est-ce qu'on va lui dire et comment on va peut-être le pousser à être acteur de sa carrière sur non pas l'an prochain, dans 10 ans, etc., mais sur l'ensemble de sa carrière 40 ans. Donc c'est le questionnement aujourd'hui qu'on peut avoir sur l'action à mettre en place, parce que juste savoir que ça va arriver, c'est bien, mais trouver des solutions palliatives, c'est encore... D'un certain côté-là, on peut dire la donnée, la connaissance des choses comme support de dialogue opérationnel, côté employeur, côté médecin, côté salarié. Alors c'est là où nous on est modeste aujourd'hui vraiment sur les données issues du DMST, parce que finalement il n'y a pas grand-chose de si utilisable que ça, si ce n'est ce que disait Laurent tout à l'heure, on a des données sur l'âge, le sexe, l'emploi, la carrière. Donc ça, il faut déjà qu'on les croise et on a des choses à faire là-dessus. Donc nous on essaye de travailler aujourd'hui sur le secteur d'activité et on essaye de prioriser. Voilà. C'est-à-dire que on le voit sur les CEPOM, on nous demande des choses qui sont souvent très très larges et grâce aux données que l'on a quand même dans nos dossiers, ça nous permet d'aller investiguer, de se dire tiens, tel type d'entreprise, je vais m'adresser à elle. Alors sur des choses très basiques, on l'a vu pendant le Covid, c'est de se dire tiens, sur ce type d'entreprise-là qui est face à tel risque, ben, je vais construire une information spécifique pour elle et je vais la pousser. Ça a été la première chose qu'on a pu faire. Donc sur le mode newsletter par exemple. On a eu une autre action pendant... Là c'était par exemple par secteur, C'était par plusieurs taille, secteurs, en fait on priorisait les gros secteurs qui étaient concernés sur le Covid, sur le maintien d'emploi ou sur le maintien d'activité pendant le Covid. Et on a poussé, on a créé des informations spécifiques sur ce secteur-là et on les a poussées directement. Et dans le prolongement, et ça c'est pour essayer d'embarquer les équipes, ce que l'on a fait, c'est en fait on a fait du phoning. On
On a vraiment priorisé toutes les informations par secteur d'activité pour leur donner les meilleurs conseils, les conseils les plus appropriés. Et on a donné les listings à nos assistants et à nos infirmiers, etc. Et en disant, ben, là, vous allez les contacter, et en essayant à la fois de pousser ces messages-là et de récolter des informations complémentaires pour voir où est-ce qu'ils en sont et comment ils vont. Ça, c'est pour essayer d'acculturer davantage nos équipes sur l'utilisation des données de masse. Mais c'est vrai que sur le fond du DMST aujourd'hui, ce qu'on arrive à en faire est encore très très light, alors qu'on a chez Efficience 270 000 salariés, donc normalement 270 000 dossiers actifs. On a 1,8 million ou 2 millions de dossiers inactifs, donc c'est-à-dire que si on avait des dossiers qui étaient bien renseignés sur les expositions professionnelles, sur les pathologies professionnelles, etc., on pourrait effectivement avoir de la prédictivité beaucoup plus forte. Voilà. Autre exemple d'utilisation des données, et c'est très basique, aujourd'hui on demande, et je crois que tous les services le font, aujourd'hui on demande à toutes nos entreprises de dire si elles ont une évaluation des risques qui est faite. Jusqu'à présent, nous n'en faisions pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est une priorité pour nous, et donc on a un indicateur de gens à contacter sur les TPE, puisque c'est ça qui nous intéresse, et on va les contacter, et on va essayer de transformer des documents uniques avec eux, et là on pourra montrer que sur une donnée basique, en fait, on progresse et qu'on est pertinent. Voilà. Donc c'est à peu près les exemples que je pouvais donner, et je pense que notre ami Hervé va creuser le côté prédictif. Oui, et merci là, parce qu'on voit bien la relation entre l'identification, la mobilisation de la donnée et finalement la décision, la construction de l'action tout à fait ciblée. Ah, c'est jusqu'à présent, en tout cas Efficience, on avait des données qu'on essayait de récolter, etc., mais on faisait pas grand-chose. On essayait d'aller l'améliorer. Alors c'est bien d'essayer de l'améliorer, mais s'il ne se passe rien, à part de l'amélioration, en fait, ni les adhérents ne voient ce qui se passe, ni nos organes de tutelle ne voient ce qui se passe. Donc on préfère quand même aller dans l'action, même si les données ne sont pas aussi qualitatives. En plus, visibilité vis-à-vis des tutelles, ce qui n'est pas mauvais. Donc voilà. Hervé, pardon, c'est à vous. Oui, merci, bonjour à tous. Déjà, effectivement, je voulais dire que ça fait plaisir de voir autant de personnes qui réfléchissent sur l'utilisation des données de santé. Je pense qu'on est tous convaincus que là, on a vraiment un gisement très important, notamment, comme l'indiquait Laurent, et que pour bien cibler nos interventions, parce que les ressources ne sont pas illimitées, malheureusement. Il y a aussi un autre enjeu qui ressort bien des débats, c'est la qualité de la data, la qualité de la saisie, à la fois en termes de quantité, il faut qu'il y ait des choses, et puis en termes de qualité, il faut que les choses qui soient saisies soient homogènes. Moi, je pense que pour ça, il y a un levier important, c'est qu'il faut que le médecin du travail ou l'infirmier qui saisit des datas de santé, ils trouvent leur compte, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient un intérêt personnel. Je le dis d'autant plus que je suis médecin et encore médecin de terrain, donc je fais des consultations. Et je pense que là-dessus, on pourrait facilement en fait, avoir un levier, notamment quand on est médecin, encore une fois, de terrain. Je vois que les logiciels pourraient peut-être être un peu plus intelligents, dans le sens où, par exemple, si on rentre qu'un salarié à 17 de tension, qui fume 20 cigarettes par jour, qui pèse 150 kg, pour 1m80, si je réinterroge le dossier, il va me dire que personne à 17 de tension, qui fume 20 cigarettes par jour et qui pèse 180 kg. Donc, c'est pas très utile en termes d'analyse de data. Ce qui serait utile pour un médecin et une infirmière, c'est que dans le logiciel soit intégré, par exemple, au niveau individuel, un scoring automatique du risque cardiovasculaire. Et avec ces données, en fait, il pourrait simplement nous dire, en direct, alors qu'on est face au patient, attention, avec les données que vous avez rentrées, vous avez un patient qui est face à vous, qui a un risque individuel cardiovasculaire élevé, et ça peut être bénéfique pour lui de faire une intervention sur ces différents facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, notamment, dans mon exemple, le tabac. Donc ça, ce serait intéressant, voilà, individuellement face aux salariés, et je pense que, encore une fois, ce serait de nature à motiver les professionnels de santé, parce qu'ils pourraient avoir, de la part du logiciel, une alerte, en fait, un pop-up qui pourrait les alerter là-dessus. Il y a un autre exemple aussi qui pourrait être intégré dans les logiciels médicaux, qui pourrait être là sur les recommandations de bonnes pratiques en termes de prévention, et ça rejoint un peu ce que je viens de dire, notamment si on a des salariés, parfois les salariés nous disent, ben voilà, mon père a fait un cancer colorectal à l'âge de 50 ans, et on sait en tant que médecin qu'il faut que la personne qui a apparenté de premier degré puisse faire lui-même un examen précoce, une coloscopie,
précoce parce qu'il a un risque de cancer colorectal plus élevé. Donc là encore, le logiciel pourrait simplement nous dire attention, votre patient présente un risque plus élevé, il est important de l'informer de tel et tel élément conformément aux recommandations de bonne pratique. Donc ça me paraît être quelque chose qui est peut-être pas forcément très complexe à mettre en œuvre et qui pourrait être fait demain. La vision qu'on a avec Thibaut, notre directeur général, aussi sur là, peut-être plutôt après-demain, c'est une vision qui rejoint celle qui a été mentionnée sur la prédictibilité des inaptitudes. On voit bien que notre rôle est quand même, bien sûr, de faire le maintien dans l'emploi et de manière ultime d'éviter les inaptitudes. Et même s'il y a là aussi des recommandations qui sont sorties de la HAS en 2019 sur des facteurs de risque qui sont associés à l'inaptitude, on voit que ce document, même s'il est très intéressant, il vient agréger des données, des études qui sont des études qui viennent de l'étranger, qui en tout cas ne sont peut-être pas complètement en phase en termes socio-économiques avec l'écosystème français. Et là, si on regarde un peu ce qui se fait en termes de machine learning, on peut tout à fait envisager, sous réserve bien sûr d'avoir les accords RGPD, CNIL et les comités d'éthique, de pouvoir utiliser la masse de données dont on parlait tous, les millions de dossiers pour proposer là aussi de développer des algorithmes d'apprentissage supervisé. On voit bien comment ça peut être réalisé par des startups, notamment françaises, de pouvoir associer un dossier, puisqu'on a des dossiers d'inaptitude à foison chacun dans nos services, et on est capable de voir peut-être la visite précédente, 6 mois avant, 1 an avant, 2 ans avant, je ne sais pas, et de pouvoir associer à ces dossiers, donc 1 an avant, ce qu'ils appellent un tag, c'est-à-dire un label. On saura que cette personne a été mise inapte 2 ans après, et pour les dossiers sur lesquels les personnes n'ont pas été mises inaptes, là on pourra taguer qu'il n'y a pas eu d'inaptitude. Donc avec de l'apprentissage supervisé, on est capable, avec une masse de dossiers importante, de retrouver du coup les facteurs de risque prédictif, c'est des statistiques, qui pourraient être associés à ces inaptitudes. Là aussi, encore une fois, quand on regarde un petit peu ce qui peut se faire sur ces algorithmes d'apprentissage supervisé, on peut après les utiliser en mode prompt et voilà, avec un peu de travail et un peu de persévérance, pouvoir en direct là aussi et de manière individuelle avoir une évaluation de la part du logiciel quand on est face à un patient qui nous dise effectivement là il y a un risque supérieur, en tout cas renforcé d'inaptitude, et il est important de faire une action. Alors plutôt sur le milieu de travail, là, pour le coup je rejoins un peu la vision de Laurent avec eux, mais en tout cas ça cible bien les secteurs d'activité, les salariés qui sont plus à risque, et ça permet d'affecter et d'allouer des ressources aux bons endroits et au bon moment, ce qu'on cherche tous à faire dans un peu professionnel. Ok, merci Hervé à la fois de la réaffirmation de ces principes et de ce vers quoi il faut aller à l'avenir, et merci de nous redire aussi, moi je vois ça converge avec toutes les conversations qu'on a eues ensemble globalement pour préparer ça, sur l'importance, j'allais dire que ceux qui saisissent ou ceux qui contribuent quelque part aux bases de données en voient bien les faits, parce que sinon, si vous rentrez, je veux dire que tous et tout un chacun qu'on a interviewé là-dessus, nous dit mais si c'est un travail qui est plus que de bénédictin, c'est-à-dire qu'on ne voit même pas forcément l'impact immédiat de ce qu'on fait, on a besoin de ça. Alors, on voit bien là ce que vous avez bien montré à la fois par les approches de segments, de population, de cibles, d'actions, ou l'exemple de Christine aussi sur une salariée et une problématique, et merci de nous l'avoir éclairé là-dessus plus précisément. On voit bien effectivement ce vers quoi il faut aller. Alors, je vous propose là maintenant, parce que je crois que sinon notre Sébastien il va regarder sa montre un peu longtemps, et c'est qu'à la fois peut-être vous tous vous commenciez aussi à nous indiquer, j'allais dire questions et réactions, et on en a besoin, j'allais dire à la fois pour aujourd'hui, sur le chat et autres, mais surtout aussi pour l'avenir et pour les prochains épisodes, et sur lesquels ça serait bien que vous vous identifiez, que vous nous disiez aussi bien vos opinions, vos expériences et autres. C'est qu'on va monter en puissance sur ce sujet, et voilà. Et alors pour la montée en puissance, je
demande un peu, voilà, à la fois à mon président sur lequel je suis sous contrôle constamment et à Sébastien Denis, donc, qui est directeur de la direction santé environnement de travail de Santé publique France et qui, je dirais finalement, vous avez à vous une foultitude de données, une foultitude de visions et aussi de données, je veux dire, qui peuvent susciter la concupiscence. C'est-à-dire qu'on aimerait bien être aussi voir comment on peut associer tout ça. Alors voilà, c'est à vous. Et merci Anne-Marie, Monsieur le Président, merci beaucoup pour l'invitation. Désolé, je vais devoir effectivement quitter la réunion plus tôt que prévu. Et ma photo est moins belle, même s'il a été prise aussi au colloque de présence que Laurent Eck évoquait tout à l'heure, mais elle est moins belle que toi, Laurent, cette photo. Donc écoutez, merci beaucoup en tout cas pour les partages d'expériences de terrain, c'était vraiment hyper intéressant parce que on est vraiment, en tout cas, sur des visions très complémentaires, j'ai trouvé, entre des approches par secteur d'activité et aussi sur le registre de la prédictibilité avec des approches plutôt individuelles, mais qui montrent avant tout l'importance de ce travail de fond que vous avez mentionné tous sur l'informatisation des dossiers, parce que je pense que c'est la première étape effectivement à franchir, c'est d'avoir des dossiers qui soient informatisés, ce qui veut dire un temps non négligeable. J'entendais, j'étais assez surpris des délais que vous avez pour informatiser les dossiers, mais ça c'est un temps de travail qui n'est pas négligeable et qui doit bien sûr être jugé au regard des ressources que vous avez disponibles, et je pense que plusieurs d'entre vous avaient mentionné cette notion d'optimiser la ressource pour que la ressource qui est dédiée finalement à l'expertise médicale, qu'il s'agisse du médecin, des infirmiers ou de l'ensemble des personnels de santé, des services de santé, de prévention et de santé au travail, soit attachée finalement à leur mission qui est une vraie plus-value, c'est-à-dire l'expertise médicale, et qui ne passent pas tout leur temps à rentrer des dossiers dans des applications informatiques. Et donc là, ce que je vois, c'est que ça demande encore un peu de temps, mais que sans ce temps-là, on ne pourra pas progresser. Et donc, comme le disait Thibaut, il ne faut pas qu'on soit non plus bloqué par le rattrapage, il faut qu'on puisse aussi aller vers de l'action, puisque, et là on a vu, l'action elle est à la fois individuelle mais aussi collective et par secteur d'activité, et donc il faut effectivement que ce progrès sur les data accélère finalement la mise en œuvre d'actions à l'échelle individuelle ou collective, qui bien sûr à Santé publique France nous intéresse au premier titre. Donc l'expertise de terrain est essentielle, et je pense que le dernier, alors Dr Baudelot, vous l'avez dit, que vous y retrouviez dans le fait de bancariser les datas et d'avoir des systèmes d'information qui soient interopérables, etc. Et le temps passé en amont soit finalement du temps sur lesquels vous retrouviez, vous puissiez valoriser vos actions. Ça, je pense que c'est la clé. Et nous, à Santé publique France, qui sommes une agence de santé publique, qui nous appuyons en partie sur des données provenant du terrain, notamment par le biais d'un dispositif qu'on appelle le dispositif des maladies à caractère professionnel. Ça, c'est un travail qu'on a effectivement, qu'on souhaite mener avec vous, parce qu'on est bien conscient que, sans intérêt pour vous dans le cadre de vos consultations, c'est un vœu pieux que de vouloir bancariser ces données et de les exploiter à des fins, nous, qui nous intéressent plutôt à un objectif, à des visées populationnelles. Donc je pense que ça, ce sont des éléments extrêmement importants qui montrent l'importance des dialogues entre les différents utilisateurs, dialogue et partage finalement des objectifs, puisqu'on a vu au travers des 4 présentations qui ont été faites une multitude d'objectifs centrés sur des secteurs d'activité, centrés sur une approche plutôt individuelle en termes de prédictibilité, centrés sur des populations particulières que vous avez mentionné, en particulier l'exemple des travailleurs agricoles et des problématiques d'exposition à la chlordécone, qui rejoint d'ailleurs le cadre plus large du rapprochement de données de santé au travail avec des données d'exposition environnementale, et qui est une problématique très importante aux Antilles, telle que vous l'avez mentionné. Donc on voit que nécessairement, pouvoir avoir des data et des SI qui puissent prendre en compte l'ensemble de ces enjeux nécessite en amont aussi une phase préparatoire. Une phase préparatoire qui permettra de discuter des objectifs à atteindre, etc. Mais aussi une phase de préparatoire, ça a été aussi dit, de cadre homogène de saisie des données. Certainement, lorsqu'on va vers du big data, des compétences un peu nouvelles, et le docteur Baudelot l'a dit aussi, sur des expertises autour de l'intelligence artificielle, avec des méthodes dont on a peut-être moins l'habitude, mais vers lesquelles néanmoins il faut se diriger, puisque si on fait des grosses bases de données mais qu'on n'est pas au fait des dernières technologies pour pouvoir les exploiter, eh bien ce sera aussi du temps perdu.
Je pense que c'est Laurent Eck qui a indiqué le fait de savoir finalement si on mettait les bonnes données, enfin si on mettait le bon carburant dans la machine. Alors, ça, je pense que c'est indispensable. Il s'agit là aussi d'avoir des données effectivement qui soient appropriées par rapport aux enjeux, et peut-être garder aussi un regard un peu prospectif, puisque, et là ça rejoint aussi des questions plutôt de santé globale et santé au travail. Dans des contextes de modification et de dégradation globale de notre environnement, on parle des changements climatiques, on parle d'altération de la biodiversité, où l'enjeu finalement sur la santé au travail est peut-être un peu plus ténu, et on voit peut-être moins ce que ça veut dire. Mais bon, l'épidémie de Covid a bien montré que cette épidémie avait évidemment des enjeux très importants sur la santé au travail. Donc, être en capacité aussi de garder une marge pour pouvoir détecter grâce à ces bases de données. Et là, j'en viens plutôt à un traitement qui dépasse les régions et qui peut-être s'intéresse plutôt à une étude supra-régionale, voire nationale, des signaux faibles en population liés à par exemple, des problématiques de changement climatique. Nous, ce qu'on voit très bien, par exemple, en période de canicule, c'est quelques données de mortalité qui remontent de secteurs d'activité de professionnels qui sont exposés à des conditions extérieures, mais c'est quelques cas par an. Je veux dire, si on avait une base qui était beaucoup plus exhaustive, et en plus qui ne sont que des cas d'accidents du travail rapportés, donc si on avait des bases de données beaucoup plus exhaustives qui permettaient de flaguer ces situations d'exposition, et donc là, le lien entre ce qui se passe sur le lieu de travail et le rapprochement avec des conditions d'exposition environnementale, vous avez mentionné le chlordécone, on peut prendre l'exemple de la température, ça me semble être extrêmement important dans un cadre non plus de s'intéresser à des TMS ou des RPS, mais aussi d'élargir un peu le spectre et de finalement, en termes de prédictibilité de ce qui peut se passer dans l'avenir, parce qu'on est dans une situation globale qui est en train de changer, ça me semble intéressant d'avoir ce regard aussi sur ces datas et de pouvoir évidemment assurer l'interopérabilité de ces datas avec d'autres types de données qui sont des données d'exposition environnementale. Vous mentionnez le chlordécone, c'est un très bon exemple. Et donc je voulais signaler l'initiative portée par le ministère de la Transition écologique et le Health Data Hub sur le Green Data for Health, qui est donc une initiative qui vise à combiner, ou en tout cas à trouver des outils pour combiner l'ensemble des informations aujourd'hui sur les bases de données environnementales et de rapprocher ça des données du Health Data Hub. On pourrait imaginer que sur les données de santé au travail, on puisse se prêter au même exercice. Donc voilà ce que les différentes là en quelques rapides, hein, puisque Marie m'avait dit que j'avais 2-3 minutes. Oui, pardon. Hein, voilà. En tout cas, c'est passionnant. Et moi, je serais ravi de rediscuter et mais on continue, hein, dire là, premier tour de chauffe aujourd'hui, et on continue sur tout ça après, et dans le même type d'exercice, c'est-à-dire comme ça, en informel, j'allais dire visio, et dans les grands messes, où là on sera plus serré sur le temps, encore plus. D'accord. Encore plus. Merci. Merci, c'est pas simple pour ça. Et, je crois qu'effectivement, avec ce que rappelait Hervé Bollock et Boudou, c'est que le chemin, il est aussi l'avenir, et avec la globalisation de cet ensemble. Alors, si je peux me permettre, Sébastien, si vous connaissez bien et le Health Data Hub et autres, on les a reçus plusieurs fois ici, je dois dire, alors je dis par parenthèse, et c'était avant même que le Health Data Hub n'existe, puisqu'on était encore à la mission préfigurative à ce moment-là. Je dirais que notre job à nous aussi, c'est de sensibiliser à l'existence des problématiques santé-travail, à ces données et autres, et on a essayé, j'ai essayé de la pousser, Stéphanie, pour dire les choses, sur cette pente savonneuse, d'aller vers des entrepôts de données de santé-travail, de pouvoir intriquer les deux. Donc je crois que c'est bien qu'on voit l'ensemble à la fois sur ces approches globales, et puis aussi ce que soulignait Hervé tout à l'heure et aussi Christine, les approches qui seront plus une aide à l'individu, une aide à la personne, par le biais notamment du jumeau numérique médical et de cette fille géniale qui est arrivée 2 fois chez nous, là, qui est Stéphanie Lassonnière, que vous connaissez peut-être, et qui est pilote du Péri. Donc merci à vous de votre intervention. Alors on n'a pas fini là tout de suite, vous pouvez vous sauver quand vous voulez, mais alors pardon, comme dirait l'autre, vous tirez la porte derrière vous, hein. Et voilà, et là ce que je vous propose là maintenant, c'est qu'on rentre, si vous voulez bien, alors je reviens à j'allais dire une quasi deuxième rafale
cette fois-ci encore plus courte, alors pardon parce que la frustration va être encore plus importante, mais qui va être une rafale occitane, et que j'ai découvert, alors je dois dire que je le remercie, grâce à Fabien Piazon, qui est peut-être en bout de ligne quelque part, que personne ne sorte, est-ce que je le vois quelque part, et si je ne le vois pas, je lui dis merci quand même. Fabien Piazon de Val Solutions, et au moment où on a discuté, j'ai un petit moment de... Il est là, merci à vous un petit peu de cet ensemble. Il dit, mais il faut absolument que vous regardiez une approche qui est tout à fait intéressante et qui est celle de Yoda, et donc merci parce qu'Inka du CREI Ors Occitanie est là, et je dois dire que j'ai découvert, disons les choses, et merci encore Fabien, on reprendra tout ça, et peut-être avec Marianne aussi, les questions qui sont justement les questions techniques qu'on ne voulait pas traiter aujourd'hui, mais dont on voit bien qu'elles vont être là de façon indispensable, et qui sont les questions de la compatibilité et l'interopérabilité des choses. Et donc là maintenant on en vient, si vous voulez bien, à notre présence occitane. Alors pareil, si vous ne l'avez pas, je vous indiquerai le lien, et même si les jours rallongent, vous avez quand même de temps en temps un peu de temps dans les soirées, et bien lisez ce programme qui est le bilan de la première étape du programme dont Inka va nous dire quelques mots, qui s'appelle Yoda, et qui est une analyse des inaptitudes en Occitanie. Alors en plus, non seulement c'est bien fait, alors pardon parce que je lui lance des roses alors que je ne la connais pas en direct, que par téléphone et par visio, mais le truc est tout à fait exceptionnel, et en plus extrêmement bien écrit, et donc tout à fait agréable à lire. Alors Inka, c'est à vous, et si je peux me permettre, vous êtes justement un peu dans la... J'allais dire dans les données qui après, et on passera la parole ensuite à deux, j'allais dire, utilisateurs, si on peut dire, de votre convergent avec votre système, qui sont le docteur Michel Diez-Guarala et Olivier Palmieri. Mais d'abord, voilà, comment vous est venu à la fois ce projet, pourquoi, qu'est-ce que vous en avez tiré? Et moi, j'ai été étonné de la surprise, je trouvais génial de la ténacité avec laquelle vous avez mis ça en place, puis pour arriver à couvrir 1,3 million salariés dans l'analyse des inaptitudes. Donc, d'accord. Merci, bonjour à tous, merci Anne-Marie, et puis merci aussi à Fabien Piazon qui nous a mis en relation avec vous et votre association Le Cercle. Et du coup, je prie d'excuser ma collègue Sylvie, qui est médecin épidémiologiste chez nous au CREI ORS, et c'est plutôt elle qui a écrit ce rapport, et avec la collaboration aussi de tous les services de prévention et santé au travail interentreprises qui ont participé à la première édition. Donc moi, en fait, j'ai repris ce pilotage de ce projet en Occitanie depuis 1 an. Donc moi, je suis plutôt sur la 2e édition, mais je vous invite à lire ce rapport, comme vous venez de dire, qui est très très bien fait. C'est la finalité de cet l'objectif de ce projet. Alors vous venez de le dire, il y a Dr Diez-Guarala et Dr Palmieri, et il y a Monsieur aussi Tessereau qui est là, qui est connecté aussi, qui vous en dira mieux que moi, puisque moi j'étais pas là à la première édition, mais en tout cas sur les données, sur le besoin, en fait, c'est tous les échanges qu'on a eu depuis le début de la séance ensemble, c'est tout ce besoin d'avoir des données au niveau collégial, collectif. Donc c'est la jeunesse de ce projet, puisque il est à l'initiative d'un groupe de travail qui avait besoin de données fiables sur les inaptitudes au travail en Occitanie, et pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait, de pouvoir caractériser les personnes concernées selon leur métier, leur secteur d'activité et selon la pathologie. Donc l'idée de ce groupe de travail, c'était de monter justement ce dispositif de surveillance épidémiologique d'inaptitude au travail, mais en se centrant sur la saisie quotidienne qui est faite au sein des services santé au travail, pour pas surcharger la saisie en plus d'un recueil qui viendrait se superposer à un autre travail. Donc c'était un peu la philosophie de ce projet, c'est de ne pas surcharger la saisie au quotidien, et de partir de ce qui était saisi au sein de chaque service santé au travail interentreprise.
L'idée aussi, la finalité donc de ce projet, c'est mettre, comme vous l'avez dit, hein, c'est de mettre en place un outil d'aide à la décision, puisque la première édition de ce projet a permis d'alimenter le plan régional santé au travail pour pouvoir mettre en place des actions un peu plus adaptées. Ça est aussi permis puisque la remontée de données vient des services santé au travail, de services de santé au travail, mais également il y a un retour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi un retour d'investissement de la participation des services santé au travail qui récupèrent les données et qui peuvent en mettre en place des plans d'action. Mais ça, je laisserai les docteurs Nies Borola et docteur Paméry en dire davantage, et monsieur Tessereau, puisqu'ils sont au cœur de ça. Merci Inka. Et donc, oui, parce que, mis à part que le rapport est vraiment excellent et identifie bien des cibles qui peuvent dirais à ma collègue. Voilà. Oui. Oui, dites-le lui parce que vraiment, oui, en plus il est bien écrit, donc agréable à lire, et donc ce qui est agréable à lire donne, j'allais dire, plus encore envie d'approfondir les choses. Donc merci à elle, Sylvie Cassadou, hein, et merci à vous, Inka. Et moi, ce qui me frappe dans ce que vous me dites là, c'est que c'est pas une recherche en l'air que vous avez fait. Alors bien sûr, vous aviez vos convictions, vos envies et autres, mais que vous avez répondu finalement à des demandes d'un groupe de travail, et donc qui était aussi un groupe de praticiens et un groupe d'experts et d'intervenants de terrain. Et je crois que c'est plus d'une vingtaine, je crois que c'est 25 ou 30 services de santé au travail avec lesquels vous avez œuvré, c'est ça? C'est ça, il y a eu 23 sur la première édition, 23 services santé au travail interentreprises qui ont pu participer à ce projet, et vraiment la remontée de données a pu se faire. Et ce qui est le point fort de ce projet, c'est que malgré les organisations en interne ou les logiciels différents de chacun, il y a eu une harmonisation et un collectif qui s'est créé pour pouvoir faire quelque chose de collectivement et pour améliorer la connaissance sur les inaptitudes au travail. Sur la deuxième édition, donc ce projet a vraiment eu un retour pertinent et efficient sur l'Occitanie, et il a été reconduit au niveau de la financement, puisque la DRETS et l'ARS Occitanie ont conduit le financement pour avoir un élargissement. Donc aujourd'hui, on travaille avec des services autonomes et la MSA qui souhaite aussi également participer à ce projet. Et également, on a élargi aux demandes d'aménagement de poste. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Je sais que le temps est compté, mais on vous en dira plus lors de la Privatica en septembre. Voilà. Voilà, gros raout en septembre à prévoir. Gros raout en septembre à prévoir. Et alors merci à vous, Inka. Poursuivre, j'allais dire, avec notre duo qui devient un trio. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais ici c'est comme les trois mousquetaires qui sont quatre. Les quatre présentateurs initiaux sont 5. Enfin bon, voilà, on révise l'arithmétique et c'est très très bien. Et donc, je vais appeler là maintenant, alors, le docteur Michel Nies Borola de Prévaly et Olivier Palmieri de la MST 65, et puis François Tessereau, alors que j'ai pas en photo parce que je savais pas qui serait là, mais c'est très très bien. Donc je savais qui serait là. Vous avez à la fois participé de ce projet et mis en œuvre des autres. Donc comment, et ça va être très bref, hein, c'est 2-3 minutes pour chacun avant qu'on puisse peut-être réouvrir avec tous le débat. Voilà, comment vous avez mis en place ça et comment vous vous débrouillez, j'allais dire, avec la difficulté de fédérer, d'utiliser des données et de les utiliser comme vos prédécesseurs de façon opérationnelle. Docteur Nies Borola, vous voulez bien démarrer? Oui, alors je suis surpris parce que j'étais censé parler d'Everest. Je veux bien parler d'Yoda, mais voilà, donc... non, mais de vous, mais je veux dire, en gros, l'idée, on est là sur mobilisation des données, 2-3 minutes là-dessus. En fait, qu'est-ce que vous avez de... J'étais censé représenter donc le dispositif Everest à la participation, à la création duquel
J'ai participé, donc ça date de 2002, donc en partant un peu des constats qui ont été édictés par les premiers intervenants, hein, c'est-à-dire que à l'époque on faisait une visite annuelle et donc et on tirait rien de collectif de toute cette mine d'informations qu'on collectait. Donc l'idée, c'était la volonté, donc ça s'est passé au sein du groupe ADS devenu Airbus, donc des médecins, c'était d'essayer de s'entendre pour faire des constats chiffrés qui permettraient de permettre au service médical de faire entendre sa voix dans les entreprises et ensuite aussi d'avoir un chiffre modeste, je dirais, qui permet d'alimenter un débat et de ne pas asséner des vérités. Donc l'idée, c'était au travers de constats faits lors de nos visites médicales, d'alimenter le débat au sein des CHSCT à l'époque et d'essayer d'intéresser finalement les partenaires de l'entreprise et à les faire réfléchir aux questions des conditions de travail et des interrelations que ça pouvait avoir avec la santé. Et donc, ce dispositif, il est parti de certains principes, dont techniquement c'est un observatoire, mais ce n'est pas une cohorte, c'est-à-dire qu'il y a des entrants et des sortants. Donc, parce qu'on considère que les services de santé au travail sont mal fichus pour suivre des cohortes et éviter les perdus de vue, notamment. Ensuite, on avait une volonté claire d'articuler ça avec notre clinique et donc d'avoir un chiffre qui puisse appuyer notre discours clinique. Et ensuite, on avait une volonté de rester dans la prévention et donc c'est pour ça que le questionnaire, qui est un court questionnaire, puisqu'il s'intégrait aux consultations, le court questionnaire porte essentiellement sur le vécu et sur les symptômes et pas sur les pathologies avérées. Donc, on était plutôt sur les dysfonctionnements précoces. Voilà. Donc, ça existe depuis plus de 20 ans chez Airbus. Ça a essaimé dans d'autres grands groupes comme Safran, Air France, la SNCF, les IEG, donc les industries électriques et gazières, la SNCF. Mais ça a été repris aussi en 2008 par le CISM devenu Présence. Et donc, et ça existe toujours. Et donc, je pense que ce qui fait le succès d'Everest, c'est que il y a le dispositif national qui alimente une base de données institutionnelle, je dirais, voilà, donc qui est assez reconnue en France puisque Everest fait partie d'une structure qui s'appelle MERS, donc qui veut dire MCP, Everest, RNV3P et Sumer. Donc ces 4 dispositifs travaillent ensemble pour les articulations et les complémentarités entre dispositifs, mais surtout, et un des intervenants l'a déjà dit, ce qui est important, c'est que les utilisateurs y trouvent leur intérêt propre. Et donc, en fait, le dispositif institutionnel repose sur les visites périodiques des gens nés en octobre, donc sur un principe de tirage au sort. Mais ensuite, les équipes qui participent à Everest peuvent intégrer tous les salariés qui le souhaitent et le dispositif le permet d'héberger et permet d'exploiter les données. Et donc, il y a plus d'une centaine de dispositifs Everest entreprises qui fonctionnent actuellement et il y a 2 ou 3 fois plus de fiches non utilisées par la structure nationale donc voilà un nombre de fiches que les médecins utilisent pour leurs besoins propres qui est très important. Voilà, donc je merci. Effectivement, ce que vous montriez bien là, c'est que le besoin de données, je veux dire, globalement, il n'est pas de maintenant et que finalement l'initiative Everest est venue finalement du même type de besoin qui continue globalement là maintenant et répond finalement par une mise en avant, j'allais dire, des perceptions, des symptômes qui peuvent venir compléter finalement d'autres éléments avec cette même volonté d'approche et d'objectivation, ce que tu disais Thibaut tout à l'heure, des problématiques. Alors effectivement, merci à vous pour ça. On verra l'approche et les convergences avec, j'allais dire, les autres systèmes de données objectives, donc comme Everest ou comme des cohortes dans nos sessions précédentes, mais on voit que là, que les besoins de guidage opérationnel sont les mêmes. De votre côté, merci à vous, Michel. De votre côté, Olivier Palmieri, alors vous, à la fois donc via Everest, via le DMST ou d'autres choses, comment vous voyez ces contributions de guidage ou l'utilisation de Yoda dans votre pratique à vous, de médecin du travail et de votre centre de santé au travail, de prévention santé au travail? Bon, bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, je suis médecin coordonnateur dans un petit service des Hautes-Pyrénées qui suit à peu près 60 000 salariés.
Juste très rapidement, notre service utilise un dossier médical informatisé depuis 2008. Donc ça fait 15 ans qu'on est sur du zéro papier, en théorie, mais en fait, ce qu'on appelle un dossier médical informatisé à l'époque, c'était du scan de dossier papier et en fait pas forcément utilisable. Bon, ça a bien bougé, bien évolué depuis, hein, ça progresse, même si, comme on l'a dit tout au long de cette soirée, il y a encore des pistes d'amélioration. Alors, juste rapidement par rapport à la participation du Yoda, de la première version du Yoda, en fait, alors peut-être que c'est du fait qu'on est un petit service, mais on a pratiquement 100% de nos professionnels de santé qui ont, entre guillemets, joué le jeu de la saisie et de participer à Yoda. Ce qui n'était pas rien, parce qu'il fallait quand même faire un codage en SIM, en l'équivalent d'une SIM10, on va dire, des pathologies, et pratiquement l'ensemble des données ont pu être exploitables. Et surtout l'intérêt avec Yoda, c'est qu'on a eu un retour personnalisé. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, Dr Kassadou est venu dans notre service nous présenter nos données issues de la saisie des médecins du service, et on les a comparées avec les données régionales. Et ça a suscité pas mal d'intérêt chez les médecins. En fait, certains se sont emparés de ces données-là pour développer un argumentaire, ils ont repéré des secteurs un peu plus à risque que d'autres, des secteurs où il y avait plus d'inaptitude, des secteurs qui n'étaient pas forcément, même si beaucoup évidemment s'en doutaient ou on pressentait les choses, mais il y avait certains secteurs où c'était pas le cas et où il y avait des différences par rapport à la région par exemple. Hein. Donc on s'est emparé un petit peu de ces données-là pour développer un peu l'argumentaire, pour aller faire passer ce message de prévention dans les entreprises. Donc on a essayé de partir là-dessus avec Yoda, au-delà de la participation, je dirais, régionale. Après, sur la saisie des données, c'est vrai que d'une manière générale, c'est assez compliqué. Bon, pour ma part, par expérience, je pense qu'il faut pas contraindre les professionnels de santé sur la saisie harmonisée ou sur la saisie de manière un peu codée, parce que ça marche pas. Il faut vraiment, on l'a dit, hein, il faut vraiment les convaincre de l'utilité de cette saisie harmonisée. Si vous discutez avec les médecins ou les infirmiers en santé-travail, hein, sur le plan intellectuel, ils sont tous convaincus de la nécessité d'une saisie harmonisée, mais en pratique, sur le terrain, le naturel revient vite au galop, en fait. Hein. Donc, voilà, juste pour info aussi, un cas ne l'a pas dit, mais l'intérêt aussi de Yoda 2, c'est qu'on va dépasser un petit peu le cadre des inaptitudes et on va rentrer un peu plus dans une prévention un peu moins tertiaire, j'allais dire, mais on va également repérer les diagnostics posés dans toutes les situations où un médecin va mettre en place un aménagement ou une restriction. Donc ça permettra de remonter un petit peu d'un cran aussi là-dessus, quoi, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, merci à vous. Et on voit bien, je veux dire, à la fois l'ampleur du besoin, quand même la démarche, les choses progressent, mais en même temps un peu les difficultés. François Tessereau, peut-être un mot avant. Alors je suis embêté parce que Marianne Simino m'avait dit qu'elle devait partir, donc elle est partie. Mais Fabien nous reste là, donc on va rentrer juste 2 secondes après dans les questions épineuses. Monsieur Tessereau, je sais pas si c'est docteur François Tessereau, merci de nous avoir rejoints. Non, je suis pas médecin, je suis ingénieur d'application et dans le service santé au travail Prévali. J'avais pas prévu de parler, mais un message très court. En fait, moi, j'ai accompagné le groupe de travail Yoda et à rédiger le cahier des charges pour les éditeurs. Donc, en fait, j'ai transformé le besoin exprimé par le comité de pilotage en un cahier des charges avec 2 objectifs. Un, c'était de faciliter le travail de saisie des médecins. C'était vraiment l'enjeu et une des clés de la réussite de ce projet. Et la deuxième, c'était de pouvoir extraire les données et les confier à l'ORS de manière complètement anonymisée ou pseudonymisée en tout cas, pour que cette exploitation reste anonyme. Donc voilà. Donc moi j'ai été, je dirais, le garant des aspects techniques du projet. Voilà. Mais une des clés de la réussite, c'est vraiment de faciliter la saisie des médecins, c'est super important pour que l'adhésion derrière y soit et qu'on ait cette réussite-là au bout. Merci à vous, monsieur. Et alors, justement, on voit bien l'importance de la saisie et faciliter la vie des collecteurs. Alors, bien. Maintenant, ça va être un peu, j'allais dire, à tous et à chacun, que je reprenne le truc, d'intervenir, mais peut-être pour ce débat et ces échanges, j'allais dire, Marianne, tu es partie, Marianne, ou elle est toujours là? Vous la voyez dans votre liste, là, Marianne, Simino, non. Alors bon. Et est-ce que Fabien Piazon serait là? Parce que là, voilà, je dirais pas qu'on est au moment de la papate chaude, mais un peu quand même. Et en même temps, c'est aussi, je disais, je lui rends
on dit quoi, hommage en famage. Il n'y a pas de raison que ce soit unique, puisqu'il a aidé à identifier justement de bonnes utilisations et de bonnes exploitations de ces données. Un peu une réaction là-dessus, et puis après, un peu à vous tous de réagir les uns sur les autres, mon président bien sûr, mais aussi vous tous qui êtes là. Fabien, vous êtes là ? Je suis là, alors malheureusement j'ai plus de voix, je suis à Faune, donc je vais pas parler très longtemps parce que c'est très désagréable. Merci Anne-Marie pour l'invitation et les échanges pour préparer cette conférence, mais oui, on entend beaucoup que les logiciels sont responsables de beaucoup de maux, mais ce que j'aime à dire, c'est que les expériences qui ont marché et qui marchent sont celles où les professionnels ont clarifié, c'est ce que disait Sébastien de Santé publique France. C'est dès lors que la donnée est demandée de manière très claire et à des fins utiles que derrière on peut facilement nous l'interpréter et la mettre à disposition. Et l'exemple de Yoda est un très bon exemple. Tous les éditeurs ont été mobilisés, ceux qui ont voulu y aller, y sont allés, ce qui a permis aux services, quel que soit leur logiciel, de rentrer dans une exploitation de données. Et la seule remarque que j'ai du coup là-dessus, c'est que, alors Hervé en parlait, et on échangera encore longuement s'il le souhaite sur les intelligences artificielles, parce qu'il y a plein de systèmes qui apparaissent. Je rajoute simplement un élément, c'est que le monde de la santé se numérise en ce moment même en France, que la France n'a pas choisi le Far West américain sur des industriels qui vont se faire de l'argent sur de la donnée médicale. Ils n'ont pas choisi le monde de 1984 avec Big Brother qui surveille tout en termes de données, et la France a créé la troisième voie en matière de données de santé. Et je pense que la santé au travail a tout intérêt à rentrer dans cette troisième voie, c'est-à-dire qui consiste à faire des structurations de données. Et le décret du 15 novembre est un refléteur. Depuis, parce qu'on parle tous d'un dossier médical numérisé, mais il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Tous les services en sont dotés depuis pas mal d'années en France. Ce qui est révolutionnaire, c'est l'INS. Le fait d'avoir un plug numérique avec une donnée numérique qui demain partageable avec le FData Hub, ça c'est une révolution. Le fait que la donnée soit standardisée, moi j'attends les deux décrets, parce qu'on parle du DMST qui va dans le DMP, mais il y a aussi le DMP qui va dans le DMST. Il y a deux décrets qui sont attendus pour deuxième trimestre, pardon. Je suis curieux de savoir quelle est la structure de données qui sera faite. Et ça, ce sera porté par une logique française de partage et d'informations qui soit standardisée. Nous, les logiciels, et je parle au nom de tous les éditeurs, on a tous vocation à ce que nos logiciels soient utiles et pertinents. Le seul problème, c'est que jusqu'à maintenant, la profession n'était pas en capacité, hormis les expériences que vous avez démontrées, que ce soit Everest, Yoda et d'autres, de définir la donnée attendue et l'utilité de celle-ci. Donc moi, je suis largement partant pour continuer à avancer. Merci Fabien, et en tout cas, ce que vous montrez tous, et vous aussi, alors on va le laisser à sa voix, parce que le pauvre, mis à part de lui conseiller les remèdes de grand-mère, mais les médecins sont là mieux placés, du miel citron et coucouche panier papaten rond. On vous remercie, et on vous remercie beaucoup. Et maintenant, on va passer, si vous voulez bien, peut-être un peu au débat. Alors, ou Jacques, ou aussi Jean-Marie Fessler. Alors, puisque Marianne nous a quittés sommairement pour l'instant, hein, donc elle reviendra. Mais de ce côté, Marianne représentait Numéum et ce qui est Syntec numérique sur la santé plus particulièrement. Je sais qu'ils sont en train de développer plutôt en santé publique qu'en santé de travail, ce qui a toujours été, si je peux me permettre, la difficulté, le parent pauvre un peu. Nous allons traiter nous-mêmes de parents pauvres. Voilà. Donc, Jacques, Jean-Marie, vous êtes là, vous voulez prendre la parole, ou il n'est plus là, Jean-Marie? Jean-Marie est là encore. Je ne le vois pas. Je suis là. Où il est? Jean-Marie. Je suis là. Monsieur Jean-Marie, est-ce que vous, alors, vos réactions voilà, sur ces chemins, encore une fois, de data, culture de la donnée, culture de la santé et voilà, interopérabilité et la suite? Jean-Marie, comme je le disais tout à l'heure, mis à part d'être un éminent et quasi fondateur, membre du cercle, il est à la fois manager de groupes hospitaliers et il est professeur de management de la santé à l'université de Stanford. Voilà. Donc Jean-Marie, à vous. Merci Anne-Marie, merci à toutes et tous. D'abord, je salue les progrès considérables que vous avez initiés et décrits. Je suis très impressionné par ce qui a été dit ce soir.
Et au fond, j'ai une seule question. Non, j'en ai deux, mais la deuxième est plus technique. Mais la première, que nous manque-t-il encore dans cette démarche de saisie des données et d'appropriation des traitements et des résultats? Qu'est-ce qui nous manque pour parfaire tout ce qui a été réalisé, et parfois depuis 20 ou 30 ans? Et la deuxième question est plus technique, mais il se trouve que depuis un an, la France est enfin rentrée dans SNOMED CT, qui est la plus grande nomenclature au monde. Est-ce que ça va être approprié au niveau de la santé-travail, ou est-ce que c'est une affaire de plus long terme? En tout cas, merci. Oui. Merci de votre bravo à tous qu'on partage. Et maintenant, qui veut bien, alors caméra active, qui veut bien répondre? Vous voulez, Thibaut à vous, et puis après, en bout de ligne, quand vous voulez. Hein. Juste peut-être une réaction. Ouais. Je crois que faire porter la saisie des données aux seuls professionnels de santé n'était pas le meilleur gage de réussite. Pourquoi je dis ça? En fait, un médecin ou un infirmier, il est face à un salarié. Et ce qu'il a envie, c'est d'être face au salarié et à travailler avec le salarié. Donc, je pense qu'il faut bien choisir. C'est un travail qu'on est en train de faire avec Hervé sur Efficience, c'est-à-dire, moi, professionnel de santé, qu'est-ce que je dois saisir à minima dans ma partie? Et je crois que plus on va avoir, et c'est déjà en cours dans certains endroits, mais l'opportunité de déporter, de déléguer, de faire venir de la donnée d'ailleurs pour pouvoir la croiser, le plus de chances on aura d'avoir des données, tout simplement. Et laissons aussi le médecin à son instant privilégié avec son salarié, où il est en face à face, et il n'est pas derrière, comme je le ressens quand je passe avec mes médecins, il passe 20 minutes, 30 minutes derrière son écran à taper des choses. Il faut limiter le plus possible la saisie qui est en face à face, je pense, pour que les gens profitent de l'instant. Et qu'ils aient leur temps utile prioritaire oui, de métier. Chacun son métier. Donc, merci Thibaut. Philippe, vous Oui, moi je suis assez d'accord avec ce point de vue. Alors je pense qu'après il y a la possibilité du questionnaire, hein, qui est un vieux poncif de l'épidémiologie, mais la difficulté, c'est on ne peut pas non plus demander aux salariés de remplir 240 questions. Voilà. Donc il faut arriver à trouver un format de questionnaire adapté. Et pour ça, il faut qu'on sache exactement ce qu'on veut. Voilà. La difficulté, elle est là. Et je pense qu'après, les deux sont complémentaires. Merci à vous. Dans nos autres, Christine, de votre côté, et puis peut-être Laurent aussi, Hervé, vous sautez sur le micro quand vous voulez, en réclamant, comme dirait l'autre. Oui, c'est ça. Je viens de me rendre compte que je parlais toute seule. Bon, ça m'arrive à d'autres moments, mais il vaut mieux pas trop. Voilà. Donc, effectivement, moi, je suis assez impressionnée par toute cette avancée, notamment Yoda et tout ce qui a été présenté. Je rebondis sur le fait que, effectivement, nous ne pouvons pas faire porter la saisie uniquement sur les professionnels de santé, dont le temps donné aux salariés, aux patients est de plus en plus nécessaire et malheureusement limité. En revanche, je vous ai aussi entendu un peu saucissonner beaucoup les choses. Et j'ai une conviction profonde, c'est qu'il faut ne pas les saucissonner. La santé au travail, c'est la santé tout court. La santé et l'environnement ou les conditions de travail, c'est un grand tout. La santé d'un individu et toute l'analyse qu'on peut en faire, à la limite d'un cas isolé, a toujours un effet positif sur la prévention globale. Ce que je veux dire, c'est que une prise en charge, une étude ou une analyse d'un cas individuel, je suis toujours réjouie et jamais étonnée de voir quel effet ça peut avoir sur le collectif et réciproquement. C'est un peu la beauté de la médecine, c'est que tout n'est pas dans l'algorithme et qu'on a toujours une surprise
individuel qui profite au plus grand nombre et le plus grand nombre à l'individu. Et comme nous parlons de data, l'interopérabilité des data nous permet peut-être enfin de cesser de saucissonner tout ça. Alors je sais que c'est pas parce que je le dis et que je suis incantatoire que ça va se faire, mais si, ça va se faire parce qu'on y croit. En vous écoutant, je me suis rappelé ma visite à l'Institut Imagine. C'est pas du tout de la santé au travail. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut Imagine, mais ils font beaucoup de recherches. Ils ont une énorme réussite dans les maladies rares et toutes ces maladies qui affectent des enfants et qui sont éventuellement traitables au niveau du génome ou identifiables par l'analyse du génome. Quand on va les voir, ils font un travail absolument incroyable. Et alors, s'il y en a bien qui croisent des datas, c'est eux. Parce que finalement, le génome codant est connu, mais le non codant, quel boulot. Ils arrivent justement à rebondir très facilement sur le fait que, enfin très facilement, en tous les cas, ils rebondissent sur le fait que les médecins sont là pour collecter des données cliniques et des observations, et leurs informaticiens parlent le médecin. Et l'informaticien leur propose en fait pratiquement d'enregistrer des datas et de faire des recherches dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et le miracle arrive assez souvent, c'est quand les observations des uns matchent avec ce que l'informaticien a pu rechercher en collectant lui-même les datas. Mais c'est vraiment un travail d'équipe entre le médecin et celui qui collecte les données. Et les médecins collectent évidemment eux-mêmes des données. Voilà. Merci de citer ce que soulignait notre orateur improvisé François Tesco. Merci, c'est affecteur et tout un chacun. C'est à quel point c'est un travail d'équipe. Laurent, je vais peut-être vous demander une réaction, puis en même temps, si vous voulez bien, parce qu'on comme on s'achemine vers le final, ce que serait dire votre viatique, votre message de conclusion à vous, et puis après Hervé, si vous voulez bien, Laurent. En deux mots, moi, alors ce que j'entends, ce qui est très important et qui a été relevé qu'une seule fois parmi tous nos intervenants, c'est le prodigieux outil que va être l'INS pour pouvoir tracer l'ensemble des dossiers. On a parlé d'intégrité de la manière de la saisie, on a parlé de différents outils, voilà, il reste toute la ramification derrière, mais néanmoins, il y a quand même quelque chose d'énorme qui se passe dans notre secteur d'activité, c'est la trace et la continuité avec l'INS. C'est quasiment ce que la puce RFID a permis de faire dans le milieu sanitaire il y a 15 ans. Ça nous permet vraiment de suivre les choses et c'est vraiment précieux. Cet élément doit être coupé aussi. Alors l'INS, vous le redites pour ceux qui ne sauraient pas. Mais bien sûr, l'identifiant national de santé, pour le moment, ça serait le numéro de sécu si on devait le résumer ainsi. Mais enfin, je vois qu'on dit non, mais oui, assez pour faire de la spécificité, mais mon collègue confirmera. Identifiant national de santé, c'est ce qui va nous permettre de mettre quand même un tag et de suivre la personne qu'il faut effectivement pas saucissonner. Si cet élément de data qu'on va requêter intelligemment doit donner du temps aux professionnels de santé, c'est important parce qu'effectivement, il ne faut pas le saucissonner. Et l'apport puissant du médecin du travail, je parle de ce que je connais pas, mais je pense que quand même c'est l'analyse de la sémiologie. Vous êtes en mesure, vous les professionnels de santé, d'avoir une lecture de certains signaux, certains signes que le médecin généraliste ne va pas prendre en compte ou le spécialiste d'une autre spécialité ne va pas prendre en compte. Et ça, on va essayer de le mettre en place, de l'indiquer dans le dossier. Alors, je tente en mots pas de conclusion, mais moi, ce que tout cela m'inspire, c'est que si on arrive à bien chaîner les choses, à la fin, on rend un service citoyen, c'est-à-dire qu'on va essayer de réduire les pertes de chance en termes d'inégalité de santé. Et vous savez très bien, malheureusement, que le gradient social joue. Il vaut mieux être un cadre bien payé à Nice qu'un ouvrier mal payé dans le Nord. Parce qu'il en va d'une durée d'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Et puisqu'on est un peu sur le dossier de la fin de carrière, voilà des choses qui nous intéressent prodigieusement. Donc tout ce que l'on fait doit être utile parce que ça doit permettre de réduire certaines pertes d'égalité des chances à la fin que nos carrières peuvent nous exposer selon certains risques ou pas. C'est une tentative de conclusion très énorme et large.
Merci à vous et surtout d'avoir rappelé ce qui était le fil ténu, mais qui pourrait être aussi la colonne vertébrale de l'ensemble du système d'information. Monsieur, qui a envie de dire, monsieur Niesborola, Hervé Baudeloc, un mot ou pas mais c'est un mot. En fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc je n'ai pas forcément un apport coupeux, mais je pense que c'est important aussi pour les professionnels de santé de comprendre que la plus-value, elle est bien sûr en face à face vis-à-vis du patient, ça c'est clair, mais le fait de rentrer de la donnée de santé, que ces données elles soient analysées, qu'il puisse y avoir des plans d'action, parce que ça on en a pas parlé, une fois qu'on a les bonnes analyses, on va mettre en place des bons plans d'action derrière, il faut aussi des effecteurs pour ça, c'est quelque part aussi, bien sûr, œuvrer pour le patient. Donc ça c'est vraiment important, on a l'impression que c'est la cerise sur le gâteau, mais non, c'est une part du gâteau, donc je pense que c'est important que tous dans nos services et dans nos entités, on puisse aussi sensibiliser les professionnels de santé sur l'intérêt quand même véritablement majeur que représente toute cette saisie, cette analyse et derrière ces plans d'action. Donc je pense qu'au-delà de ça, moi j'ai fini mon internat il y a peut-être un peu moins d'une vingtaine d'années. À l'époque c'était quand même vraiment des thèmes qui étaient émergents, voire inexistants, et je ne sais pas quel est actuellement en termes pédagogiques le niveau de formation sur tous ces sujets d'intelligence artificielle, de machine learning en santé pour les jeunes internes et les jeunes médecins. Je pense que ça pourrait aussi être un... Théoriquement, c'est depuis peu obligatoirement intégré, mais on ne sait pas si c'est 1 heure tous les 5 ans. Donc pardon de m'élancer là-dessus. Merci à vous Hervé. Michel Niesborola, vous de votre côté, voilà, quelle phrase d'orientation vous auriez envie de nous donner? La culture de la data, elle suppose que les praticiens des services de santé au travail comprennent que la médecine du travail, ça n'est pas qu'une médecine individuelle, mais que c'est aussi une médecine populationnelle. Et que si on veut passer vers la prévention primaire, on a besoin de la data pour faire des états des lieux et bâtir des programmes. Et comme le dit Laurent Heck, lutter contre les inégalités sociales de santé, et de bâtir des actions dans le projet de service, puisque la logique du projet de service, c'est bien ça, c'est de consacrer des ressources particulières à des sous-groupes de population qui en ont particulièrement besoin. Et sans la donnée, ça ne marche pas. Voilà, donc il y a vraiment un gros enjeu, et je pense qu'à l'heure actuelle, dans nos services, il y a encore beaucoup de gens qui ne voient la médecine du travail que par leur petite lorgnette sur une relation très individuelle avec le salarié et l'entreprise. Et donc on a vraiment des messages et une acculturation à faire pour faire comprendre que la médecine du travail, c'est aussi une médecine de population. Merci Michel, si je peux vous appeler par votre prénom, de cette conclusion qui est très claire et qui est tout à fait forte et qui s'inscrit, j'allais dire, dans ce qu'on voulait faire dans nos prochaines étapes. Donc on compte vraiment sur vous et on compte vraiment sur vous pour la suite. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Et puis je vais demander à mon président après de conclure. Voilà, parce qu'il est 7h12, donc on essaie de tenir les temps. En tout cas, un grand merci à vous. Jacques, de votre côté, je vais rapporter la galette, pardon. Moi, je suis très heureux de constater que l'utilisation des données est en marche. On vient d'insister beaucoup sur le besoin des données, faire comprendre, à mon avis, ce stade est en train d'être acquis. Et par contre, celui qui démarre, c'est d'être en marche pour tirer des profits du traitement des données. Et alors, bravo pour ces démarches que l'on a pu voir. Et puis, envie qu'on continue. Il y a un succès qui a été cité, qui a l'air de rien du tout, mais c'est l'identifiant national. Bon, c'est des efforts qui ne sont pas les efforts des médecins spécialement, c'est les efforts de tous pour dire il faut que le système puisse nous servir mieux. Ben, bravo, l'identifiant national. Alors d'autres étapes sont à venir. Moi j'en imagine, par exemple, je suis toujours frappé par la mobilité. Et je dis, les durées des emplois sont plus courtes, les maladies sont plus longues. Donc il n'y a pas de doute que le dossier, la transmission des dossiers est un problème qu'il faut travailler. Il y aura des progrès. De même, on voit en fond de décor très souvent apparaître le questionnaire, ou moi je dis questionnaire logiciel. Il y a peut-être un scoring à faire pour savoir quel logiciel, quel système nous aide le mieux.
Et donc ce sont des démarches qui vont automatiquement venir. Moi je me réjouis de constater que l'utilisation est en marche sans être encore à un stade très avancé. Et bravo pour tout ce que vous avez pu nous exposer et tout ce dont on a pu débattre aujourd'hui. Voilà, merci à vous tous et puis merci à Anne-Marie qui a eu le talent de vous réunir. Je dirais aidé fortement par vous tous hein, de ce côté-là. Vraiment un grand merci parce que je veux dire, la question est ardue mais elle est de plus en plus indispensable et on voit vraiment la pression qui va dans le bon sens. Donc pardon mais moi mon message et notre message c'est que on a besoin de vous. Alors on a besoin de vous et de chacun d'entre vous sur ce qui est vos acquis et globalement ce que vous avez fait, mais aussi sur ce qui reste à faire. Donc, ce que je voudrais, c'est vous annoncer nos prochaines tables rondes et donc les prochains épisodes. Et pour l'instant, il y en a 2 de programmés, mais j'aimerais bien qu'on puisse rester en contact, mail, téléphone et autres avec vous tous et avec vous tous qui n'avez pas pu parler en bout de ligne, et pardon parce qu'on était nombreux de ce côté-là, mais il faut les monter et donc sur ces optiques, je veux dire, on a ce qu'on a ébauché avec M. Michel Desborola qui était une optique complémentaire par Everest, il y a des optiques complémentaires par ce qu'on avait vu avec Sébastien d'ailleurs par un certain nombre de cohortes, la cohorte Constance, d'autres types de cohortes ou autres là-dessus, de voir comment on peut faire progresser tout ça. Donc je vous donne rendez-vous déjà en tant que, alors, et en tant qu'acteur et en tant que spectateur le 24 mai après Ventica Paris, le 20-21 septembre et avec un gros focus sur l'Occitanie après Ventica Toulouse, et puis aussi pour nos autres tables rondes, pour ceux qui ont envie, on mènera notre 14e, déjà UX Forum intégration de l'innovation que constituent les exosquelettes avec un focus plus particulier sur finalement 50% de l'humanité et de l'humanité au travail aussi, que sont les femmes. Et femmes et exosquelettes, ça c'est jeudi prochain. Vous êtes invités, alors ça a suscité un gros engouement parce qu'il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à adapter. Et puis on aura plein de trucs, Thibaut, comme ce qu'on avait déjà fait sur la santé globale, donc optique santé globale avec OIT, IGAS, Sébastien qui sera à nouveau là. Et puis, je dis ça notamment pour mon voisin qui a encore un petit tropisme hospitalier, et puis d'autres là. On aura aussi la présentation d'un concept complètement nouveau de service de prévention en santé travail. J'ai visité ça. Alors, je ne peux pas en vous dire beaucoup plus parce que ils font le lancement officiel la semaine prochaine. C'est en symétrie des attentions et donc dans un hôpital particulier, un service de prévention santé travail qui décoiffe absolument complètement, donc on est raide par terre. Donc ça, on présentera ça aussi. Puis un autre chose sur la qualité de l'air. Voilà. Merci à tous et je vous demande surtout là maintenant, où est le suivant? Alors je n'y arrive pas comme d'habitude, ça m'énerve ce truc, mais je vais y arriver. Un grand, grand merci. Je vous propose que merci à vous pour tout ça et voilà, on a vraiment voilà, on est content, mais il faut qu'on continue, donc à vous tous. Merci. Merci, au revoir.